Bienvenue à tout le monde pour ce nouveau café. Donc aujourd'hui, on reçoit Thomasine de Hameau Léger qui va nous présenter son travail dans cette structure, son travail d'accompagnement des communes, travail sur la frugalité pour éviter de consommer trop d'espace, pour déterminer les besoins. Voilà, mais je vais peut-être te laisser la parole rapidement puisque tu sauras mieux expliquer que moi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je suis content de changer de casquette aujourd'hui, justement, de l'organe des cafés à Moléger. Et en effet, m'occupe sur un temps partiel. Je bosse 3 jours par semaine pour cette association qui existe depuis une petite dizaine d'années maintenant à Moléger. Elle a été fondée en Ardèche par le maire d'une petite commune d'Ardèche et un architecte naval qui se questionnait dans ce territoire-là il y a une dizaine d'années sur comment rendre accessible le logement à tous et toutes dans un territoire où l'accès au foncier était plutôt complexe, quoi. Et là, il y a, disons, un groupe de 3 personnes qui sont toujours encore aujourd'hui actives dans l'association, qui rencontrent ces 2 personnes-là et cet asso et reprennent un peu redynamisent cette association-là. Et donc, en fait, depuis 10 ans, l'asso s'affaire un peu voilà, à réinventer la question de l'habitat sur un prisme un peu intéressant, enfin, selon moi, c'est-à-dire elle essaie de mêler la question de l'accessibilité au logement, la question de l'écologie, donc de l'éco-construction, et sur toutes les questions aussi de spéculation, quoi, enfin, enfin, dans une démarche anti-spéculative. Donc voilà, ça, c'est un peu tout ça que je Anti-pouce voulais essayer de totalement, vous mais raconter. je sais pas quoi. L'idée, c'est qu'on faisait pas de visio, Partager qu'on essayait mon pas de écran. faire au téléphone. Là, je Hop. t'entends dire, je lance une effet, c'est. Alors, vous avez, je crois que certains n'ont peut-être pas leur écran. Ouais, c'est bon, j'ai coupé le son, Ouais, Thomas. super. Merci. Je vais vous partager mon écran et vous me dites si vous arrivez à voir quelque chose. Hop là. Peut-être, bon, vous n'avez pas toutes et tous votre caméra d'allumée, mais juste peut-être pour savoir à quel point vous connaissez Amoléger ou pas. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Amoléger? Euh, N'hésitez pas à prendre la parole ou à ouvrir votre micro pour me dire à quel point j'insiste sur la présentation. S'il n'y a pas de retour, bah, je prendrai ça comme un, un vous ne connaissez pas trop et donc du coup, je vais détailler. Ah oui, moi je veux bien que tu détailles un peu. Détailler un peu. Vous voyez bien mon écran? Ça s'affiche pour vous, c'est ça? Ouais, impec. Ouais. Impec, Thomas. Alors du coup, je vais vous présenter ça avec une première image là. Nous, on est basé à Saint-André-des-Eaux aujourd'hui. C'est une association qui a une envergure nationale. Donc on est présent sur plusieurs parties du territoire français, dans le nord, dans le sud-est, dans le sud-ouest, en Loire-Atlantique aussi, et surtout en Bretagne. Donc on est basé à Saint-André-des-Eaux, dans le 22, au sud de Dinan. Et tout a commencé, disons, ici avec l'installation d'un groupe de pionniers qui étaient aussi des personnes qui bossaient dans l'association, se sont installés dans le hameau léger du Placy. Et ça, pareil, vous trouvez plein d'infos de manière générale, tout ce que je vous raconte, vous allez trouver plein d'infos sur le site internet. Mais voilà, cette première image-là montre une vue aérienne du hameau léger du Placy qui a été un peu un projet test, on pourrait dire test du concept de hameau léger que je vais essayer de vous expliquer en fait. Alors, je vous propose de ouais, vous raconter un peu ce qu'on fait en trois petits quarts d'heure et puis on laissera du temps aux questions. Ensuite, je me dis, c'est pas mal comme ça, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, gardez vos questions, n'hésitez pas à les mettre peut-être dans le chat si vous avez envie. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est un mot léger? Déjà, c'est un lieu de vie partagé. Donc, faut le comprendre comme un habitat participatif rural de 4 à 12 habitats de manière générale, qui occupent un terrain qui est soit la propriété de la commune, soit d'un office foncier solidaire. On accompagne sur 2 modèles aujourd'hui chez Amour Léger, et ça, je détaillerai ça un peu plus tard. Et l'idée, c'est de dissocier la propriété du sol, du foncier, de la propriété de l'habitat. Et donc, c'est avec ces mécaniques-là
limite toute spéculation, quoi. C'est-à-dire que le sol reste durablement propriété de la commune ou durablement propriété de l'Office foncier solidaire. Et il n'y a pas de réévaluation ou de plus-value sur le foncier à chaque sortie de foyer et donc à chaque achat-revente, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas d'achat-revente du foncier. Donc ça, c'est un premier mécanisme. Comment ça marche en fait? Bah, le collectif d'habitants, il est organisé en association et c'est lui, cette association plutôt, pardon, qui loue durablement via un bail, soit un bail amphithéotique dans le cas, dans un des cas, soit via un bail réel solidaire. Donc bail amphithéotique, c'est quand on loue à la commune, et bail réel solidaire, c'est quand on loue à un OFS. Et on peut louer de 18 à 99 ans que foncier. Et donc là-dessus, l'idée, c'est d'habiter ensemble. Donc chacun a son habitat individuel. Nous, je vous le détaillerai juste après, on parle d'habitat réversible avec un faible impact sur le sol. Donc, on va en reparler. Et puis, évidemment, dans le cadre d'un habitat participatif, eh ben, on mutualise tout un tas d'espaces enfin, communs, intérieurs ou extérieurs. Et donc, dans les espaces communs, il peut y avoir ces espaces où on mutualise tout ce dont on n'a pas forcément besoin au quotidien dans sa maison, quoi. Donc, la buanderie, la grande salle pour fêter les anniversaires, pourquoi pas une chambre d'amis, et voilà, tout un tas d'équipements qui sont pas forcément nécessaires dans son habitat, ce qui permet aussi, en termes de programme de son habitat, de réduire la surface de son habitat et d'être au plus juste par rapport à ses besoins personnels. Donc, ça fonctionne. Donc voilà, là, si on plonge un tout petit peu sur c'est quoi l'habitat réversible. Donc on s'appelle hameau léger. Hameau léger, c'est vraiment l'idée on accompagne à la création de hameaux, donc dans l'entièreté, quoi. C'est-à-dire tout l'aménagement du lieu, l'émergence du collectif qui va vivre sur le lieu, et on accompagne, on sensibilise à tous ces sujets d'habitat participatif et d'habitat de manière générale. Donc c'est l'ensemble qui est plutôt léger, disons, dans le projet. Les habitats, eux, on parle plutôt d'habitat réversibles. Ils peuvent être légers, ça peut être une yourte par exemple, mais dans tous les cas, ils doivent être à minima réversibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles plus durs, comme de la maison ossature bois, mais dans tous les cas réversibles. Et nous, ça passe par notamment la question des fondations, donc du rapport au sol des maisons enfin, voilà, de leur rapport au sol. Donc là, vous avez quelques images de fondations qu'on en a déjà vues, qui sont pratiques couramment sur les hameaux légers. Donc le plus léger, c'est clairement le recyclage de pneus remplis de concassés avec un 20-40 par exemple, et même posé sur une fosse de concassés. Tout ça est bien tassé. Et ensuite, on vient poser la dalle bois directement là-dessus, en fait. Donc là, on est dans du super léger, il n'y a pas de béton. Enfin, de toute façon, il n'y a jamais de. Voilà, il n'y a pas de béton. Le plot béton ponctuel il pourrait être possible, mais nous, c'est pas notre préférence. Mais en gros, voilà, on préfère cette modalité-là, le pneu gravier ou le technopieux, qui sont plutôt, ça c'est une marque, mais voilà, c'est des vis de fondation, peuvent être plus ou moins longues en fonction de la qualité des sols. Et en bas à gauche, là, voilà, vous avez la dalle bois qui vient se poser sur tous ces appuis, en fait. Ça, c'est un peu la base, c'est-à-dire que on ménage le sol, on vient se poser avec des éléments très ponctuels et tout ça est réversible dans la mesure où on n'a pas de déchets. On peut repartir avec ces éléments-là si demain la maison doit être démontée. Et dans le cas où elle n'est pas démontée, eh ben, le sol reste vivant en dessous, quoi. Et on ne produit pas de déchets liés au béton, qui est quand même la dalle béton radiée posée au sol, assez monnaie courante dans les constructions de maisons aujourd'hui. Voilà un petit peu l'idée de base hein, de ces habitats légers. Et en gros, c'est permis par la loi, l'habitat léger réversible. Depuis 2014 notamment, c'est encadré par la loi Allure. La plupart des projets en bail amphithéotique là, que j'évoquais sont réalisés dans le cadre de cette loi-là, qui permet la construction de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Donc pour faire ça, on dépose un permis d'aménager, pour celles et ceux que ça parle, un permis d'aménager pour résidence démontable constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Donc on n'est pas dans le cas d'un camping hein, ou de habitat léger de loisirs, on est vraiment sur de l'habitat permanent. Donc c'est-à-dire il faut habiter sur le lieu plus de 8 mois par an. Et donc ça permet, c'est bien la loi qui permet ça. Et ça, pour les archis ou les personnes les paysagistes concepteuristes là, qui sont parmi nous aujourd'hui, s'il y en a,
Je vous invite à aller regarder sur le site internet, il y a tout un tas de hameaux légers, il y a tout un tas de ressources partagées pour se faire une idée de ce que c'est que les permis d'aménager résidence démontable. Ça permet, d'un point de vue légal aussi, enfin d'un point de vue purement montage de dossier, enfin, de passer, enfin d'être plus léger, quoi. C'est beaucoup plus léger qu'un permis de construire. On peut passer en dehors de la. Je vais pas le détailler après, donc j'en profite maintenant pour celles et ceux qui s'intéressent, mais c'est un peu plus léger aussi pour la question de la RE 2020, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attestation RE 2020. Pour autant, nous, clairement, ça fait partie, enfin, la dimension écologique d'impact écologique, vous avez bien compris qu'elle est hyper centrale dans notre démarche. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'attestation que les maisons qui sont réalisées dans les hameaux légers elles ne sont pas performantes. Mais pour autant, ça permet d'un hors cadre et donc d'expérimenter tout un tas de techniques constructives qui sont pas reconnues par les modes de calcul de la RE, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Je crois qu'après, je vous montrerai, on a bossé avec le CEREMA notamment, qui a fait une analyse d'un des hameaux pour vérifier l'impact carbone, et c'est plutôt hyper encourageant et intéressant si on compare ça à la maison individuelle, parce que je l'ai peut-être pas dit en préambule, mais évidemment, on se positionne, enfin, Hameau Léger se place un peu en alternative écologique et radicale, on pourrait dire, au lotissement traditionnel voilà, qui imite nos campagnes et pas que d'ailleurs les campagnes, mais enfin voilà, qui est un peu le modèle dominant d'urbanisation en France et ailleurs d'ailleurs. Et donc là, dans les habitats, si on commence à mettre des photos sur ce que je raconte, eh ben, ça peut ressembler, je parlais d'yurts, là, il n'y en a pas, mais ça peut aussi ressembler à des maisons plus classiques, quoi, des maisons, des petites maisons avec deux pans en bois, en ossature bois. Et ça, c'est des maisons, par exemple, cette maison-là, elle est visible à l'écocentre de Hameau-Léger. Celle-ci aussi, dans le jardin. Donc, c'est des prototypes qui ont été réalisés par un atelier qui s'appelle l'atelier Toboggan, des archi-designers qui travaillent sur le réemploi de matériaux aussi, et qui avaient été challengés sur la question de la démontabilité, quoi. Vraiment. Donc ces maisons-là, elles sont complètement démontables, manuportables voilà, levables, sans machine. Donc, quand on est sur la maison tour, bon, on voit que c'est plus challengeant qu'une maison A, mais dans tous les cas, ils ont réussi les paris. Et ça, vous pouvez venir les visiter à l'écocentre si vous passez par chez nous un jour. Ça, là, je me suis trompé, ça, c'est ECLIS, un centre de formation local. Mais pareil, c'est tenté à la question de la préfabrication. Et là, on est plutôt sur des modules qui sont des modules 3D, on appelle ça. Donc, ça arrive déjà équipé en intérieur et vous avez trois façades plus la dalle qui arrive et qui est gritée sur place. Donc, on a tout un tas voilà, de maisons assez différentes. Là, par exemple, on a une paillourte ici, qui est une maison de base structure paille, porteuse, avec une ossature bois, et des enduits. Donc là, on est un peu à la limite de la question de la démontabilité, mais dans tous les cas, pour nous, ça rentre dedans, parce que, ok, l'enduit, ben, les enduits terre, quoi, enfin, il faut les démolir. Donc, ça, on peut peut-être moins parler de démontabilité, mais pour autant, pour nous, c'est des habitats et des enduits qui sont tout à fait compostable en fait, hein. C'est-à-dire que la terre ne constitue pas un déchet, elle reste sur place et voilà. Donc si tant est qu'elle n'est pas complétée avec de la chaux, bien sûr, parce que là ça pourrait être un peu limite. Donc voilà, tout dépend où on place notre exigence. Mais nous on aurait tendance à dire il faut pas les, c'est que voilà, les enduits restent vraiment des enduits de terre. Voilà d'autres exemples plus ou moins architecturés, designés. Et évidemment, j'en ai pas parlé, mais les tiny house qui sont sur châssis mobile, ça, c'est ceux qui sont les plus simples à déplacer, on peut l'imaginer. On se rend compte que comment dire, que dans notre expérience, euh, finalement, les gens, une fois qu'ils s'installent dans un hameau léger et qu'ils s'installent dans leur jardin et qu'ils commencent à planter des choses, à mettre une terrasse, enfin, et à habiter le lieu, bon, bah, les tiny sont quasi carrément, enfin, sont un peu moins mobiles quand même. Donc, on questionne beaucoup là, le fait d'investir sur un châssis, par exemple, qui est un surcoût dès le début. Et donc, c'est un mode de fondation qui nous pose question, quoi, par rapport aux pneus, par exemple, ou aux vis qu'on a vu avant. Donc ça, si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est vrai que ça a creusé parce que ça peut être assez facilement un billet de 8 10 000 euros, en fait, qui peut-être potentiellement pourrait être mis dans la qualité ou dans la surface de la maison ou dans la qualité des matériaux ou dans autre chose, simplement faire une économie. Bah, parce que la tiny ne se déplace pas, quoi. Donc ça, on verra peut-être un peu tout à l'heure toutes les questions qu'on pose justement aux habitants pour les aider à cheminer dans leur choix et dans leur projet, quoi, enfin, dans la conception de leur projet, avant de choisir un mode constructif ou un habitat.
Peut-être deux mots sur l'habitat participatif, c'est assez central, hein. La dimension écologique, j'en ai parlé. Alors là, j'en ai donné un tout petit côté, hein, mais évidemment sur l'écologie, peut-être si je reviens après un tout petit peu en arrière, mais ça va aussi sur questionner les systèmes d'assainissement. Donc, nous, on préconise beaucoup le filtre à broyat de bois, qui est un système d'assainissement écologique aujourd'hui, qui est un système dérogatoire. Il n'y a pas, il n'y a pas encore d'application et c'est pas encore tout à fait reconnu par les SPANC, mais il y a un grand chantier national de, euh, d'expérimentation en cours. Et donc en 2028, on a hâte. En 2028, il y aura la fin de cette expérimentation-là. Et il y a déjà, je pense, une quarantaine de projets en France au moins qui expérimentent ça. Donc ça, c'est un autre gros sujet parce que le filtre à broyer de bois, il suffit de creuser des tranchées, de mettre un peu de broyer de bois dedans. Et enfin, j'exagère un peu en disant tout ça, mais vous trouverez plein de ressources sur le site du RAE, le réseau de l'assainissement écologique. Ils ont très très bien documenté ça. Et c'est extrêmement performant. C'est le bois, les bactéries présentes sur le bois qui servent de digesteur, on pourrait dire, et de filtre pour les eaux. On parle d'eau grise, bien sûr, dans ce cas-là. Et de manière générale, on est plutôt sur des questions, enfin, sur des systèmes de toilettes sèches, quoi. On n'est pas sur des eaux noires. Bon. Je voulais juste préciser ça, là. Vous n'avez pas l'image qui correspond, mais clairement, dans les hameaux légers, ça permet d'expérimenter vraiment tout un tas de principes intéressants que j'aurais pas forcément le temps de détailler là, mais vous pouvez venir voir d'ailleurs en venant me rendre visite, quoi. La dimension participative, elle est vraiment très intéressante et importante dans les projets homologés aussi parce que on rentre dans une logique de co-conception. Donc il y a toujours un peu le degré de participation et de conception qu'il faut un peu clarifier, disons, en début de projet et en fonction des personnes hein, qui veulent monter des hameaux légers. Mais c'est vrai que c'est toujours de la co-conception. C'est-à-dire que on est autour de la table, assis avec la commune ou l'office foncier et l'office foncier solidaire, quand c'est le cas, à Montléger, un groupe d'habitants et après tous les pros nécessaires à l'accompagnement. Donc un archi, un paysagiste, un bureau d'études, enfin, selon les cas, sont tous présents ou pas, quoi. Mais ça, on en parlera tout à l'heure aussi, j'essaierai de détailler tout ça. Et évidemment, l'important dans l'habitat participatif, c'est la question du facteur humain. Parce que faire ensemble, c'est pas un faire collectif. Moi, enfin, en tout cas, c'est une valeur qui nous importe beaucoup chez Amolégé. Moi, particulièrement aussi, quand je vis dans le collectif du Amolégé du Placy, là, dont vous avez vu l'image tout à l'heure. La question du facteur humain dans n'importe quelle organisation où on est plus que un, et ben ça a son importance. Et donc nous clairement on accompagne le projet, enfin et toutes ces personnes qui s'installent dans les hameaux légers sur les questions techniques, enfin, on les sensibilise. Hein. On n'est pas maître d'œuvre, je ne l'ai pas encore dit, mais on est plutôt AMO, on pourrait dire, assistant à maîtrise d'ouvrage et AMU, assistant à maîtrise d'usage. Donc on sensibilise, on donne des clés, des pistes et on renvoie vers des pros. Et notamment, on sensibilise aussi à tous les outils du vivre ensemble, de la gouvernance partagée, et voilà, pour faciliter cette vie collective, quoi. Si j'avance un petit peu, ça vaut maintenant, on va en rentrer vite fait dans la question juridique, sans rentrer dans le détail. Je vous ai parlé déjà rapidement de deux modèles qu'on accompagne aujourd'hui. Le modèle juridique qui est encadré par le bail emphytéotique et le modèle juridique qui est encadré par le bail réel solidaire, le BRS. Je l'ai peut-être dit plutôt comme ça tout à l'heure, BRS. Donc, dans un cas, le collectif d'habitants, il est lié à la commune. C'est la commune qui lui loue durablement, là, via un bail emphytéotique, le terrain, le foncier, donc de 18 à 99 ans. Et dans l'autre cas, pareil, c'est la même durée, mais la différence, c'est que c'est pas la commune qui est propriétaire du sol, c'est un office foncier solidaire, un OFS. Et l'OFS, en fait, c'est un organisme qui a, on pourrait dire, un mandat de la région, hein, qui est autorisé à vendre des droits réels sur ce foncier-là. Il n'y a personne aujourd'hui, en tout cas, la loi encadre ça de cette façon-là, quoi. Donc, nous, on expérimente ça maintenant sur, je crois, 8 projets en bail réel solidaire. On pourra détailler plus tard. En gros, il y a la grosse différence, hein, c'est vraiment qui est propriétaire du foncier. Et dans un cas, la commune, elle est partie prenante du projet, on développe l'ensemble du projet, elle avance tous les financements.
Et l'association, via des canons, hein, des loyers en fait, qu'elle paie régulièrement, quoi, tous les mois, euh, elle, euh, elle finance, donc elle rembourse, on pourrait dire, l'avance sur travaux de la commune. Dans l'autre cas, c'est un tout petit peu différent. L'Office foncier solidaire vend des droits réels. Donc là, on est plus sur une logique un peu plus de capitalisation. C'est-à-dire, si je suis habitant d'un projet de ce type-là, eh ben, je peux acheter une parcelle, un emplacement pour y installer mon habitat avec des droits réels. Ils sont dans la plupart des cas d'un montant maximum de 20 000 euros. C'est plafonné. Donc j'achète des droits réels-là pour 20 000 euros à l'OFS. Et ensuite, j'ai des droits comme un propriétaire. Et quand je pars du projet, je peux les revendre. Et ces droits-là au foyer qui me remplacera quoi, sur le projet. Ce qui est tout à fait assez différent dans le bail emphytéotique. C'est-à-dire dans le bail emphytéotique, je ne paye qu'un canon et je ne peux pas capitaliser sur le foncier, quoi. Je sais pas si vous connaissez le BRS, mais voilà, c'est pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui dans des projets plutôt urbains, hein. C'est quelque chose qui est un mécanisme qui est plutôt urbain et qu'on connaît à Rennes, notamment pas mal, qui ont pas mal expérimenté. En France, c'est la première fois qu'on expérimente ça, à ma connaissance, en ruralité. Donc voilà, c'est tout à fait expérimental et intéressant. La grosse différence d'ailleurs entre les deux, c'est que je vous ai parlé d'un permis d'aménager pour résidence démontable. Alors le PA là, c'est ce qu'on utilise pour le bail emphytéotique. Pour le bail réel solidaire, il faut déposer un permis d'aménager pour un lotissement. Et donc c'est là où petit à petit, on va vers nous une démarche où on a besoin de s'entourer plus de pros, quoi. De pros parce que clairement là-dessus, on a besoin qu'un paysagiste concepteur ou un architecte accompagne à la création de ce lotissement. Et donc, on comprend aussi peut-être pour celles et ceux qui sont un peu sensibilisés au sujet, d'un point de vue droit de l'urbanisme, c'est un peu plus complexe de déposer un permis pour un lotissement parce que qui dit ça dit règle d'urbanisme, dit retrait, d'alignement, enfin bref, etc., etc., qu'on n'a pas du tout dans le bail emphytéotique. Et dans ce cas-là, du bail réel solidaire, on a besoin de respecter la RE 2020, la fameuse réglementation énergétique 2020. Alors, si votre maison fait moins de 50 mètres carrés, ça peut être plus léger, hein, il y a un seuil à 50 mètres carrés. Mais donc voilà, c'est un peu plus encadré et on a besoin d'avoir un cadre un peu plus tenu dans le bail réel solidaire. Bon, j'avance un petit peu. Je pourrais vous partager cette présentation-là, parce qu'il y a beaucoup de textes, peut-être après, si ça vous intéresse et que vous avez envie de creuser. Comment ça fonctionne l'accompagnement à Moléger? En fait, déjà, on se base sur enfin, l'accompagnement, ou en tout cas, avant d'accompagner, nous, clairement, on se base sur une charte, hein, tout ce que je vous ai évoqué à l'instant. Si on récapitule maintenant, je vous ai parlé d'habitat participatif, ça c'est un des points. La question de l'accessibilité financière, c'est un autre point. Donc, faible loyer et on n'est pas propriétaire du foncier ou bien d'un bail RS, mais qui, de toute façon, n'est pas du tout, enfin, comment dire, indexé sur la question du marché, quoi. On est sur des prix qui sont enfin, plus accessibles, en fait, du fait de la propriété par la commune ou par l'OFS. Écologique, ça vous l'aurez compris, avec un faible bilan carbone et notamment par le côté poser, enfin voilà, venir questionner les modes de fondation. Donc pas de fondation béton, en tout cas pas de dalle béton. Tout ça est sécurisant sur le long cours. Ça, c'est un point important parce que on peut bénéficier bah, du, du droit d'habiter sur les hameaux légers là, via des baux qui peuvent aller jusqu'à 99 ans. Donc 18 ans, clairement, c'est la loi qui encadre hein, ça, 18 à 99. Sur tous les hameaux légers, on est sur du minimum 50 ans, quoi. Parce qu'on pense que c'est intéressant de pouvoir envisager au moins sa vie entière quand le projet se lance, en fait. Sa vie entière se fait. Et après, il y a un des points, peut-être on peut finir là-dessus sur la question de la charte, c'est l'intégration dans le territoire. On accompagne des projets qui sont vraiment intégrés dans le territoire, c'est-à-dire en lien direct avec la commune, avec la dynamique locale. C'est pas des communautés qui sont fermées et déconnectées du milieu dans lequel elles s'installent, quoi. Et typiquement, dans le projet du hameau léger du Placy, eh bien, le collectif a même allé jusqu'à reprendre l'épicerie, enfin, le café du village, l'a transformé en café associatif, a monté une épicerie associative également. Enfin, voilà. Et donc, en gros, aujourd'hui, c'est un café très, très vivant et qui participe de la dynamique locale, quoi. Donc, il y a vraiment dans la charte même, c'est-à-dire que les collectifs s'engagent d'une certaine façon
à rester ouvert et connecté avec le territoire dans lequel il s'inscrit. Bon, là, je rentre pas dans le détail, mais clairement, les étapes d'un projet, bah, ouais, si vous êtes pro du bâtiment, vous connaissez, c'est assez classique, hein. Simplement, là, le fait qu'on est sur de l'habitat participatif, ça ajoute quelques temps de co-conception et donc des ateliers. C'est peut-être ça la particularité. Mais sinon, ça suit son cours à peu près comme un projet habituel. Il y a deux types d'accompagnement à Moléger, si je détaille un tout petit peu. Le bail emphytéotique, donc vous l'aurez compris, c'est un modèle en trois étapes. Et donc, en gros, on commence toujours par des études de faisabilité, le 1 pré-opérationnel. Donc, à Moléger, là, en tant qu'AMO, on aide à clarifier le programme du projet, on vérifie la capacité du foncier, en fait, à accueillir, bah, je sais pas, 4, 5, 6, 12 foyers, en fait. Donc, ça, c'est des petites études de faisabilité qu'on fait en interne. On commence à schématiser quelques petits scénarios, et ça, c'est présenté aux habitants de manière publique. Parce qu'en fait, il n'y a pas de collectif forcément identifié avant de commencer, quoi. Il y a plutôt une commune qui vient vers nous. Nous, on recherche pas le foncier, c'est les communes qui viennent nous voir en disant, tiens, j'ai un foncier constructible dans l'unité constructible de notre village. On n'est jamais sur des zones naturelles, on n'est jamais, enfin, à Moléger, hein. Je dis pas que d'autres ne font pas autrement, mais à Moléger, on est vraiment toujours dans le cadre de l'urbanisme et sur des parcelles qui sont constructibles. Donc c'est la commune qui vient et on les accompagne là-dessus, comment ça peut coûter, on va vérifier toutes les problématiques urbaines, réglementaires, etc. Ensuite, et là, on fait les premières réunions publiques pour présenter le projet aux habitants, donc pour que enfin, les habitants du village comprennent ce qui va se passer chez eux. Et il y a les premières personnes intéressées qui arrivent aussi dans ce genre d'atelier-là, public, et voilà, et la rencontre commence à se faire, et on co-construit ensemble le projet. Ensuite, il y a une grande étape d'appel à projet où là, on accompagne la commune à l'émergence du collectif. Donc, je disais que c'est pas à l'initiative des collectifs, hein, le fait qu'un projet démarre, mais ça peut arriver qu'il y a déjà des gens qui attendent, enfin, qui se disent, ah ben trop bien, une super opportunité. Nous, on est déjà un collectif, on cherche. Donc, bon, bah là, c'est facile, on se présente et on candidate. Mais si c'est pas le cas, et c'est assez régulièrement pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que ben, nous, on accompagne à l'émergence de collectifs donc par différents temps de rencontres et un grand week-end de 2 jours où toutes les personnes intéressées ben, voilà, passent 2 jours ensemble et à travers des ateliers facilités par Amo Léger, voilà, on essaye de faire se rencontrer les gens, enfin, elles se posent plein de questions. Donc, à minima, elles ont passé un bon week-end et elles ont appris des trucs sur elles, sur les autres. Et sinon, elles repartent avec bah, l'envie de monter un groupe et donc de candidater à l'appel à projet. Et pour donner une chance à tout le monde, l'idée là, c'est qu'il y a un dossier de candidature qui est à déposer à la commune, un petit jury avec les élus, et puis ils choisissent un collectif, quoi. Alors de plus en plus, dans la plupart des cas aujourd'hui, il n'y a plus qu'un collectif qui répond. Il y a quelques années, enfin, je vous disais que l'asso a 10 ans, il y avait peut-être après Covid, on ne sait pas trop. Enfin bref, on essaye de comprendre. Il pouvait arriver qu'il y ait beaucoup de candidatures qui soient déposées. Et donc là, c'était un peu compliqué des fois de choisir. Mais ça permet à chacun d'avoir la même chance. Voilà. Et ensuite, il y a toute une phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur tout le processus d'aménagement. Et donc là, on est accompagné par bah, des pros, quoi, archi ou paysagistes concepteurs. Sur le bail amphithéotique, c'est un tout petit peu différent parce qu'on ajoute une phase de construction dans laquelle à Moléger, on participe en tant qu'AMO, AMU. Je vous expliquais que vu que c'est dans un cadre d'un lotissement, c'est un peu plus complexe, disons, et un peu plus cadré, quoi. Et voilà, sinon, globalement, c'est les mêmes étapes. Et tout ça se fait sur environ 2 ans et demi. Donc c'est assez, quelque part, on pourrait imaginer que c'est un peu le même timing qu'une opération de logement à peu près classique, hein, enfin peut-être un chouille plus long entre le début d'une faisabilité et la réalisation, quoi. Enfin, une opération de logement. Mais par contre, c'est beaucoup plus court. Enfin, je sais pas si vous êtes sensibilisé à l'habitat participatif, mais en tout cas, dans l'habitat participatif, ça peut être des projets qui sont vraiment très très longs à se monter, quoi, parce que les gens enfin, voilà, le processus est un peu accéléré du fait de l'accompagnement homologé. Donc ça, c'est vrai que 2 ans et demi, c'est plutôt rapide. Donc là, si on rentre un tout petit peu dans le détail, enfin en tout cas, on a des images sur les bâtiments ou les espaces communs. Là, à droite, vous avez le bâtiment commun du Placy, donc à Saint-André-des-Eaux, moi je vis.
Donc là, on mutualise une grande salle, ça fait 80 mètres carrés, ça a été conçu par un architecte de l'atelier Fram ici en local. C'est un bâtiment ossature bois, isolation paille, et qu'on rend de plus en plus autonome. Donc là, vous avez des panneaux solaires électriques, et il y a des panneaux chauds solaires aujourd'hui. Enfin voilà, on a un poêle de masse à l'intérieur, un poêle bouilleur plutôt, pardon, qui sera connecté à notre réseau de chauffage. Donc voilà, on a un bâtiment hyper confortable. On est très très content d'en bénéficier depuis un an et demi, et il a été entièrement autoconstruit par le collectif. Donc ça a été fait avant que moi j'arrive. Voilà, on mutualise une buanderie, des salles de bain, une chambre d'amis, un grand salon, un peu multi-activité et un grand séjour, quoi. Ici, vous êtes à Comana, dans le Finistère. Ça, c'est un archi qui a réalisé ça. Et ça, pour le coup, c'est la commune qui finance. Et donc, la commune, elle a réalisé tout le hors d'air avec des entreprises. Donc, on était sur un projet très subventionné. Donc, ça a pu être possible, en fait, de réaliser ça. Un des hangars, parce qu'il y a toujours la question de où est-ce qu'on stocke les vélos, les outils, enfin, du matériel. Ça sert aussi de parapluie pour préfabriquer des habitats. Enfin voilà, et un jardin, un potager. Enfin, vous avez quelques images des espaces qu'on peut mutualiser, quoi. Bon, il y a toute la question évidemment d'intégration paysagère. Au Placy, on était sur un projet paysager où en fait, des grands talus plantés de chênes existaient déjà. Pas toujours le cas. Souvent, on est sur des clairières complètement vides de structure. Enfin, il n'y a aucune structure paysagère plantée. Et donc, on a des projets très, très, très différents. Et c'est là où ben, on s'appuie sur les bureaux d'études en paysage ou les archives pour venir accompagner les collectifs hein, sur la composition des projets. Sur, donc à l'échelle ouais, de l'intégration paysagère, et évidemment, la dimension habitat, elle est intéressante de l'intégrer dès le début. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte pour que bah, l'habitat, le bâtiment commun, les espaces privatifs, les espaces collectifs, enfin tout ça soit vraiment pris en compte dans le cadre d'un projet d'ensemble, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui évolue aussi dans la démarche de Hameau Léger. Si on rentre un tout petit peu maintenant si j'essaie d'illustrer quelque chose d'un peu plus précis, je pourrais partir du hameau. Alors j'avance un peu, je vois le temps qui passe, et vous me direz si vous avez plein de questions, ou si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. Je voulais, Il y a quelques questions. ouais, bah, sinon on peut peut-être faire un. Il y en a beaucoup déjà ou pas? Sinon on fait une pause et puis on. Non, comme tu penses. Bon, ou je continue un petit peu. Je parlais du Placy pour illustrer un petit peu voilà, à quoi ça ressemble à Hameau-Léger. Donc, je disais, moi, j'habite ici depuis 2 ans maintenant. C'est 8 logements de 15 à 70 mètres carrés et tout a été autoconstruit. Donc, c'est un exemple un peu particulier parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la question de l'accessibilité au logement. Bah, l'autoconstruction est un levier, si tant est que ça réponde à quelques bah, critères de base hein, qui sont les compétences, les disponibilités, enfin, et le fait d'avoir quand même un petit peu d'argent de côté parce que difficile d'avoir un crédit immobilier quand on autoconstruit. Enfin, c'est possible, mais c'est pas si facile, quoi. Donc, et ça a été le cas en tout cas dans l'équipe là, du Placy. Et ils ont autoconstruit, je vous disais aussi, un bâtiment commun. Donc, c'est environ 75 000 euros. Alors, ouais, je parlais de 80 mètres carrés, mais c'est avec les emprises des terrasses. On est sur une emprise au sol de 100 mètres carrés. Et l'ensemble du terrain, donc c'est un terrain qui fait 4700 mètres carrés, je vous l'ai dit déjà, je pense, loué par la commune, là, via un bail amphithéotique de 80 euros, 80 ans. Et là, pour se rendre compte de l'accessibilité, en gros, pour chaque foyer, ça représente 50 euros par mois. Donc, on n'a pas besoin d'acheter le foncier. Par contre, on loue, on paye 50 euros par mois pour y accéder, quoi, pour avoir un droit de poser son habitat sur le terrain. Ensuite, on y ajoute, nous, bah, les charges pour financer le bâtiment commun et les charges mensuelles qu'on mutualise, c'est-à-dire l'eau, les lecs, c'est un peu le truc habituel, hein, les poubelles, enfin, etc. Et alors moi, enfin, je vis dans un foyer de 4 personnes, hein, on a 2 enfants, et ça représente environ 270 euros par mois d'accès au foncier. Et en plus de ça, on ajoute du coup le prix de notre habitat qu'on est en train de réaliser, quoi. Voilà un petit peu l'idée sur le hameau léger du Placy. Donc il y a un hameau
un peu particulier. 50 euros, c'est pas cher, vous vous dites peut-être, mais c'est vrai que du coup, le collectif a été très très volontaire en arrivant. Il est très peu aménagé ce terrain. Donc, il n'y avait pas de réseau d'eau, il n'y a pas de réseau d'électricité, il a pas de viabilisé. Donc, on a les réseaux qui arrivent en limite de parcelle et c'est tout ce qu'a financé la commune, quoi. Tout le reste a été réalisé par les habitants. Et sur la question de l'eau, on est plutôt sur de la récupération de l'eau de pluie et on n'a pas de... Voilà, les maisons ne sont pas reliées au réseau d'eau. Donc ça permet évidemment de faire des grosses économies d'aménagement. Donc là, on a quelques habitats qu'on voit insérés dans le paysage existant, hein. Là, on devine les talus de chêne qui préexistaient. Et ici, là, on a les pneus, les nombreux pneus de fondation qui ont été posés pour le bâtiment commun. Voilà. Et là, une dernière maison, c'est celle qui est complètement démontable là et qui avait été co-conçue avec les étudiants de l'école d'archi de Nantes. Ils ont fait un workshop où ils ont conçu ça sur un semestre et puis ils sont venus le réaliser quoi, sur place. Et évidemment, il y a plein d'autres projets, hein. On accompagne une trentaine de projets aujourd'hui. On est sur environ 250 logements qui pourront être habités là dans les prochains mois, pour vous donner un peu une ampleur, une échelle en fait peut-être de ce que représente le travail de la Monégé. Et peut-être en termes d'un dernier mot là-dessus sur l'impact écologique, on est il y a une étude qui a été menée par le CEREMA pardon, et par l'agence Diatomée là, en 2024. Et ce qui était intéressant, ils ont comparé ça à l'habitat individuel tradi, on pourrait dire. Et en gros, c'est un foyer, pour loger 12 à 14 personnes, c'est l'aménagé du plastique qui avait été analysé. Euh, Avec 7 habitats et un bâtiment commun, il y a 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que 3 maisons avec la RE 2020. 2022, il y a une petite coquille, je pense. Donc, on est vraiment sur un truc 2 fois moins impactant. Et donc ça nous avait intéressé, ça nous avait intrigué. Mais à l'échelle de l'individu, parce qu'on s'est dit, ben, ah ouais, mais en fait, c'est chouette. Et on s'est rendu compte que quelque part, euh, on- enfin, du fait des émissions de chauffage, la mutualisation, en fait, rapporté aux personnes, c'est encore moins impactant que ça, disons. Et en affinant un petit peu, on est jusqu'à 14 fois moins impactant que la moyenne française, en fait, si on rapporte ça à l'individu qui vit sur le lieu, en fait. Et évidemment, dans le groupe, c'est assez divers. Moi, j'ai une famille, donc on est un peu plus impactant que notre cohabitant Clément, qui a tout autoconstruit lui-même et qui a tout sourcé en local. Il est allé abattre lui-même les arbres qui ont servi à la charpente de sa maison. Il les a débardés. Enfin bref, il les a sortis de forêt avec des chevaux. Enfin, voilà. Donc en fait, il y a tout un tas d'expérimentations possibles pour limiter l'impact carbone de ces maisons. Et ouais, je vois, sinon, il y aura pas peut-être encore 5 minutes, mais ça va peut-être juste pour vous dire que après, on a tout un tas d'ateliers qu'on est en train de développer et qui permettent, en gros, sur lesquels on se base pour accompagner les habitants sur soit les questions d'aménagement de leur jardin habité, disons, sur leur habitat aussi, sur la programmation de leur habitat. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a développé tout un tas d'outils avec des questions de facilitation aussi. Comment on prend ce genre de décision, comment on arrive à programmer collectivement un projet, quoi. Alors on a besoin de respecter et l'individu, quelque part, le besoin individuel, mais on a aussi besoin de prendre soin de l'ensemble du collectif, quoi. Donc, et puis la somme des besoins individuels ne fait pas un bon projet collectif non plus. Donc, comment on prend soin de tout ça? Et je pense que dans les gouvernances, enfin, clairement, déjà, on se base sur la gouvernance partagée, hein, ou l'autogestion, on pourrait dire. Et donc, il a fallu développer, il faut des outils qui permettent et de sensibiliser pour que tout le monde ait un peu les mêmes données d'entrée, on pourrait dire. Et ensuite, des formats d'ateliers où tout le monde peut s'exprimer, quoi. Donc, sur la question de l'habitat, on a trois grandes étapes qu'on propose aux habitants. Déjà, clairement, clarifier le programme. Enfin, en gros, ça, s'il y a des archis ou des concepteurs parmi vous, ou même des maîtres d'œuvre, enfin, voilà, c'est pas très différent. Même les artisans, enfin, tous les pros du bâtiment, voilà, on réinvente pas la poudre, disons, on se base vraiment là-dessus, hein. Clarifier le programme. Qu'est-ce que c'est qu'un programme? Donc, on va parler
des besoins, des usages. Enfin, peut-être on commencera même pour clarifier les besoins et les usages. C'est pas toujours facile de savoir ce dont on a vraiment besoin, surtout si on vient questionner tout un tas de sujets de mode de vie, hein. Vous l'avez compris que dans les hameaux légers, les habitats, ben, enfin, on questionne tout un tas de choses, hein. Je parlais d'assainissement et de toilettes sèches, mais ça passe aussi par peut-être notre rapport à la surface, habiter dans des plus petits habitats parce qu'on va mutualiser des espaces dans un bâtiment commun. Donc, bah, ouais, mais de quoi on a besoin soi-même, hein, pour être bien confortable. Donc, on accompagne là-dessus. La question du calendrier aussi et des grandes étapes pour y arriver. La question du budget, ça arrive très tôt aussi. La question des compétences, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement, est-ce que je veux autoconstruire, etc., etc. Et donc là, on a un document qui permet de questionner tout ça. Dans le cadre d'un atelier d'une demi-journée, et après on donne ce document-là aux habitants, ils sont assez autonomes, quoi. Ils peuvent avancer de manière autonome avec cet outil. Et ce qu'on aime bien faire aussi quand on est ensemble, parce que tout ne se fait pas en visio, heureusement, enfin, on organise tout un tas de temps en commun, hein, où on se voit en vrai, disons. Et il y a un outil qu'on trouve chouette, c'est l'outil du baromètre. Donc c'est un placement dans l'espace où on imagine d'un côté de la pièce, par exemple là sur la question de son rapport, enfin, où est-ce que tu en es dans ta réflexion sur l'habitat, par exemple? Vous voyez bien mon écran là, ouais, elle est pas, elle est bien visible. C'est Par exemple, bon. là, j'ai commencé à réfléchir à mon habitat, donc c'est sur une partie de la pièce, et à l'opposé de cette ligne, là, imaginaire qu'on trace dans la pièce, on lui dit, ben voilà, là, j'ai déjà un habitat prêt à être installé, typiquement des personnes qui ont une tiny, une yourte, une maison qui est déjà en kit quelque part. Et donc là, hop, en quelques minutes, on a le panel des états d'avancement des personnes, quoi. Et donc ça permet aussi à chacun de se dire, ah oui, toi, et puis, enfin, parce que souvent ils se connaissent pas, quoi, au début. Donc ça crée, une fois que les gens sont placés dans l'espace, on leur laisse un petit temps de parole, et puis chacun explique un tout petit peu en quelques mots où il en est, donc voilà, et on retient cette image un peu de placement dans l'espace assez intéressante. Et ça, on peut le développer pour tout un tas de sujets très différents. Et après, voilà, on leur explique les éléments constitutifs d'un programme. Donc là-dessus, là-haut, par exemple, c'est tous les éléments personnels qu'il faut commencer à questionner. On va commencer par le budget que j'évoquais. Et puis ensuite, il y a les éléments collectifs. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans un habitat participatif. Et donc, du coup, clairement, partir de ses besoins personnels, c'est chouette, de ses rêves personnels, mais de les mettre en commun pour comprendre est-ce qu'il y a un rêve collectif qui peut émerger et petit à petit venir voilà, dessiner un schéma fonctionnel, peut-être des usages collectifs, une charte architecturale pour co-construire les règles de composition, de hauteur, d'emprise au sol, enfin, etc., etc. Et puis pour finir sur une liste très précise des descriptions des espaces. Et ça peut devenir après le cahier des charges pour le paysagiste et pour l'architecte qui va les aider à concevoir leur bâtiment, quoi, par exemple. Donc, tout ça, c'est des phases amont. Et à Léger, on accompagne sur ces phases amont-là. Et de plus en plus, nous, ce qui nous semble important, c'est d'avoir les archis paysagistes très très tôt, le plus tôt possible. Sinon, on a l'impression de faire des doublons. Et donc voilà. Et l'archi paysagiste, c'est intéressant qu'il soit là des éléments de programmation quelque part pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est pas aujourd'hui, enfin, on se rend bien compte que tout le monde n'est Enfin, voilà, il y a des architectes conscientisés qui ont une expérience en habitat participatif, mais c'est pas forcément toujours le cas de tout le monde. Et donc, d'être à nos côtés très tôt, bah, eux, ils apportent clairement leurs compétences, leur savoir-faire pour permettre de spatialiser les besoins. Et nous, à Moléger, on est là pour faciliter, animer, voilà, et faciliter les prises de décision collectives, quoi. Et donc, le combo des deux, là, nous semble vraiment hyper intéressant. Et c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Donc là, je passe vite, mais évidemment, on a des outils pour les aider à simuler leur budget, la question des délais et de l'anticipation d'un calendrier. On essaye de les faire se questionner sur la temporalité de l'installation, parce qu'on parle d'habitat léger, mais ça veut dire quoi? Est-ce que je vais habiter là, comme avec ma tiny et déménager tous les 2 ans? C'est pas pareil que si en fait non, j'ai envie de passer, ben, j'ai signé un bail amphithéotique de 99 ans, donc je peux rester là toute ma vie peut-être. Bah, du coup, qu'est-ce que ça raconte en termes de besoins, d'envie? Et donc concrètement derrière, ça devient un élément de programme pour la conception de son habitat, quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça change un tout petit peu le regard sur bah, un client qui viendrait voir un architecte ou un maître d'œuvre ou un constructeur pour se dire bah, j'ai envie d'installer ma maison fixe en fait. Donc il y a vraiment ce rapport-là à la temporalité qui est un petit peu différent et qui est intéressant de questionner. La question de la pérennité aussi, c'est pas parce qu'on est léger
que les habitats sont pas bien construits, qualitatifs et pérennes et durables, quoi. Enfin, hein, on n'est pas sur de comme certains disent, de la cabanisation de nos territoires. On peut faire du léger, démontable, tout à fait quali et pérenne, quoi. Évidemment, nous, on tient beaucoup, enfin, on est très attaché à la question de l'autoconstruction. Aujourd'hui, clairement, la grande majorité, je ne saurais pas vous dire le pourcentage, mais la grande majorité des habitats qui sont réalisés sur les hameaux légers sont tout à fait, enfin, sont autoconstruits. Et dans le BRS, le modèle que je vous évoquais tout à l'heure, hein, qui est porté par l'Office foncier solidaire, eh bien, la règle va changer un tout petit peu. Parce que l'Office foncier solidaire, qui a besoin, lui, de garanties, et notamment de garanties, parce qu'il finance, enfin, il peut racheter les habitats quand les habitants partent de l'habitat participatif, il garantit le rachat. Et là, il a besoin que ces habitats-là, pour ceux, en tout cas pour lesquels il garantit le rachat, qu'il y ait une assurance décennale sur le hors d'eau hors d'air. Et donc là, typiquement, ça veut dire que nous, à Moléger, qui étions plutôt sur l'autoconstruction, sur du très démontable, eh ben, on s'oriente de plus en plus vers des pros qui ont besoin, enfin voilà, qui portent cette décennale-là et qui savent accompagner les habitants, voilà, sur la construction, notamment du hors d'eau hors d'air. Et pour autant, je disais, on est très attaché à l'autoconstruction. Et donc, bah, ça nous intéresse beaucoup les pros qui savent faire un peu les deux, quoi. Comment on accompagne un chantier où les pros garantissent en décennale la construction, tout en laissant une place à l'habitant, aux habitants, sur certains lots. Donc voilà, évidemment, le plus simple, c'est de se dire, bah, le hors d'order, c'est les pros, et puis ensuite, tout le second œuvre, c'est les habitants. Donc là, comme ça, c'est facile. Mais voilà, on rencontre aussi des gens qui bah, savent faire des chantiers écoles ou qui savent accompagner les personnes sur la réalisation de lots qui seraient, enfin, sur lesquels ils garderaient leur dessinat. Donc là, un petit schéma juste qu'on aime bien aussi montrer, c'est qu'évidemment, entre de l'autoconstruction, de la clé en main, bah, il y a une variation de possibilités. Et les curseurs sont sur le temps, sur les compétences, sur le soutien de l'entourage, est-ce qu'on a de l'aide autour de nous, sur la capacité physique et mentale aussi, sur ma capacité hein, à réaliser. Donc en gros, et puis sur la question de l'argent en fait. C'est un peu plus cher si je fais venir une maison clé en main par un constructeur qui va gruter le truc dans mon jardin, la pouf, que si j'auto-construis tout, peut-être, et encore, ça dépend des cas. En tout cas, voilà, et ça permet de se questionner sur tout un tas enfin, sur tous ces sujets-là. Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on y voit déjà un tout petit peu plus clair. Alors, sur les contraintes d'urbanisme, je ne m'arrête pas trop longtemps, mais voilà, c'est comme d'hab, disons, mais pareil, on les sensibilise. Et on finit par une sorte de temps de clarification, quoi, de tous les éléments de programme pour le rédiger, simplement. Bon, ben voilà, mes besoins, mes compétences, enfin, etc., etc. Et donc, on les aide, on les oriente vers tout un tas de sujets enfin, plein de questions qui leur permettent de clarifier la rédaction de ce programme. Et ça, c'est un élément, par exemple, plutôt que de tout de suite dessiner des maisons et arriver avec des plans tout finis, on a cette grille-là qui nous semble, enfin, qu'on utilise en fait pour se dire, bon, mais c'est quoi plutôt les usages, les activités que je fais au quotidien? Et donc, comment je dors ou comment je cuisine? Est-ce que je cuisine chez moi? Est-ce que je cuisine jamais chez moi? Etc., etc. Donc, plutôt par des actions, les usages, c'est un peu ces verbes d'action. Et enfin voilà, on essaye de déterminer la nature de l'activité, la temporalité. Est-ce que je fais ça une fois tout par jour, plusieurs fois par jour? Est-ce que je prends du temps à ça, enfin, etc., etc. Et donc c'est un peu aussi une sorte d'analyse personnelle hein, sur comment je fonctionne, quoi. Donc ça, c'est intéressant pour mieux se comprendre aussi, quoi. Et de faire en sorte que sa maison, son habitat corresponde le plus possible à ses besoins. Et ça peut être fait individuellement, évidemment en couple aussi et avec les enfants. Et voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a mis le curseur sur, bah ouais, en fait, je passe vraiment beaucoup de temps, je sais pas moi, dans ma cuisine parce que j'adore cuisiner, et ben on commence à orienter tout ça dans une sorte d'organigramme ou là, une sorte de nuage de mots. Et ça, c'est comme ça qu'on peut aussi commencer à donner de la valeur aux choses, quoi. Il y a une autre étape, j'ai pas de dessin là, mais on pourrait imaginer commencer à mettre des sortes de patates aussi et des bulles pour se dire, bon, ben voilà, ça va ensemble, ça peut être dans le même, je le fais en même temps, ou ça peut être mutualisé dans le même espace, etc., etc. Et seulement après, on passe sur la question, ben voilà, on spatialise, on commence à dessiner les espaces. Parce que souvent, les personnes arrivent avec déjà tout est réalisé.
Et peut-être on peut passer à côté d'éléments. Et surtout, ça permet d'avoir cette réflexion vraiment très personnalisée sur ces besoins avant même de choisir le mode constructif. Parce que voilà, pour nous, enfin, moi, il me semble intéressant que ça arrive après, quoi. De se dire, bah, finalement, après, bah, il y a un panel de choix possibles. En fait, je suis au clair sur ce que je veux. J'ai besoin de tout petit peu d'espace. Et bah, en fait, un habitat type tiny est possible pour moi, enfin, etc., etc. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter. La mutualisation, je vais passer vite, mais évidemment, dans un projet participatif, on mutualise tout. Donc, si je sais ce dont j'ai besoin chez moi, bah, c'est plus facile à programmer ensuite les éléments d'un bâtiment participatif, enfin, partagé. Euh, sur la conception. Bon, je me rends compte que le temps passe bien et que j'aurais encore plein de choses à raconter, mais je vais peut-être passer un tout petit peu plus. Ah bah tiens, ça j'avais imaginé pas vous le montrer, donc c'est fait. Et là, peut-être pour finir, là où on a besoin de pros aujourd'hui, c'est vraiment, alors sur la conception, évidemment, il y a des fois des habitants qui se disent, bah non, moi je sais pas concevoir, j'ai besoin d'un archi pour m'aider, hein. Et ça arrive de plus en plus sur les projets, notamment en BRS, où on a besoin d'un permis de construire hein, dans le cadre des BRS. Donc on a besoin d'un architecte, des fois, qui accompagne. Donc ça, nous, clairement, on est toujours en recherche de pros qui sont intéressés par ce modèle-là. Et donc, n'hésitez pas. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une compilation des constructeuristes et des artisanes qui sont, on pourrait dire, compatibles au modèle BRS parce que, enfin, et qu'on diffuse aux habitants et aux habitantes. Donc, dès qu'on nous pose des questions, et vous avez des gens, parce que c'est clairement, on est un peu les interlocuteurs directs avec les habitants, on nous pose souvent la question, mais ok, chouette tout ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner? Qui peut construire ça? Enfin voilà. Donc en gros, il y a un outil sur le site internet de l'asso qui s'appelle le catalogue de l'habitat réversible, alors qui regroupe un peu tout l'écosystème. C'est un peu vrac. Et nous, ce qu'on essaye, c'est aussi de sélectionner ceux qui nous semblent nous vraiment hyper pertinents parce qu'ils comprennent ce qu'on fait et voilà. Donc on les a compilés dans un doc qu'on partage avec eux. Et voilà. Et en termes de ressources qu'on leur partage aussi, et ça peut vous intéresser pour creuser, hein, c'est que sur on a une plateforme internet, il y a un site internet, un mot léger, qui partage plein de ressources. Et tout ce que je vous raconte là, eh ben, de petit à petit, on est en train de le partager en ligne, donc en accès libre, avec une, la possibilité pour celles et ceux qui veulent contribuer, et aider et soutenir l'asso, voilà, à contribuer avec un PLC. Et tout est en libre accès. Et c'est tout le parcours de création qui est partagé en ligne, avec tous les outils, la facilitation, enfin voilà. Donc ça, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Ça s'appelle le parcours de création d'un ONG. Et tous les mois, eh ben, il y a une phase en plus qui est mise en ligne actuellement, en fait, hein. C'est un gros travail que fait notre collègue Vincent. Hop là. Ah oui, j'avais mis le lien vers le site. Du coup, je vous ai perdu. Hop. Ça, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Dans les autres outils qu'on partage, il y a une grande carte avec tous les projets qui sont accompagnés en cours. Donc ça part à côté de chez vous. Peut-être que vous pouvez aller jeter un œil si vous êtes pro et que voilà, vous voulez toquer chez eux pour proposer vos services ou enfin, en tout cas, aller jeter un œil aussi pour visiter simplement, prendre contact. N'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Il y a un MOOC aussi en ligne pour se former à l'habitat léger. Et puis après, il y a tout un tas d'autres réseaux de pros sur lesquels on se base nous et qu'on essaye de rendre visible aussi aux habitants et aux habitantes. Donc ça pareil, si vous avez des ressources à partager, n'hésitez pas pour compléter notre grande liste de réseaux qui peuvent être des grands soutiens pour tous ces habitants. Et je voulais finir peut-être en vous disant qu'on a un festival annuel qui s'appelle les Palourdes, qui aura lieu du 22 au 25 mai à Saint-André-des-Eaux. Et le matin du 22 mai, il y a un atelier dédié aux pros de l'éco-construction. Alors, tout le métier est confondu, pas que les archimètres d'œuvre. Sur une matinée, on va faire voilà, il y aura des présentations de certains pros, de leur travail. Et il y aura un atelier aussi qu'on va faciliter, en fait, pour répondre ensemble, collectivement, à quelques questions qu'on se pose entre pros et essayer de bénéficier, voilà, de l'émulation collective et de la diversité des métiers qui seront présents là pour essayer de fixer des réponses. Voilà un peu. Hop là, mince, je me suis trompé. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé plus que ce que je pensais. Merci Thomas. Oui, bon, il nous reste une demi-heure pour poser des questions. Il y en a déjà qui ont été posées un peu sur le chat, mais peut-être si les personnes qui ont posé des questions, Isabelle, Johanna, Laurent, Julie, si vous voulez prendre la parole,
peut-être dire ce que vous faites aussi, ça peut être intéressant, vu que là, entre les concepteurs, entre les AMO, voilà, voir qui est intéressé par ça. Je vous laisse, Johanna, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bien. Bonjour. Oui, non? si, si. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Je suis contente d'en apprendre plus sur Amo Léger. On s'était croisés, Thomas, rapidement à l'AG de la FEDAC. Mhm. Moi, je suis architecte indépendante en région parisienne et je vais m'installer en Ardèche cet été. Et ça fait une bonne dizaine d'années que je suis ces sujets-là avec beaucoup d'intérêt. Je me pose beaucoup de questions sur la manière dont je peux apporter quelque chose en tant qu'archi. Et je trouve que toute cette proposition de Hameau Léger est très, très cohérente et j'adhère vraiment à fond, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien structuré et en plus, au niveau des termes choisis, etc., enfin, je trouve que enfin, voilà, c'est fluide, c'est très compréhensible et puis ça donne un cadre assez sécurisant pour se lancer. Et j'ai posé une question dans le chat plus sur vraiment le tout début euh, sur un peu les freins que vous rencontrez, peut-être des barrières, on va dire, régulières auxquelles vous êtes confrontés, plus au stade de la pré-programmation, enfin au niveau des communes, est-ce qu'il y a des réticences qui reviennent régulièrement ou alors des clauses dans les PLU qui sont vraiment bloquants? Est-ce qu'il y a des coins aussi où ce genre de projet ne naissent jamais pour des raisons Enfin, voilà, je suis assez curieuse de savoir ce qui peut bloquer ce genre de projet au tout début. Et puis, sinon, voilà, si j'ai un deuxième sujet aussi que je voulais aborder, c'est que je trouve ça super chouette que pour des particuliers, on arrive à vraiment proposer quelque chose au stade du programme. Parce qu'en fait, en tant qu'archi, quand on travaille pour des particuliers, souvent cette phase-là, elle est un peu passée. Enfin, j'ai remarqué. Avant, j'étais dans les équipements publics, et donc du coup, c'était une phase qu'on pouvait pas, enfin, qui était euh, inévitable et tant mieux parce que c'est très important de définir les besoins, de bien les comprendre. Et j'ai remarqué là depuis que je bosse pour des particuliers que c'est parfois, enfin moi c'est pas mon cas, j'essaye vraiment de consacrer un temps pour ça, mais c'est quelque chose, c'est des étapes qui sont sautées, on passe tout de suite à la conception, voire même à la réalisation parfois. Enfin voilà. Et là je trouve que ce qui est super, c'est que la phase de programmation est vraiment bien prise à bras le corps et ça donne enfin, forcément, ça donne des projets cohérents et voilà. Donc, je trouve ça super que du coup, ce projet-là permette à ce que cette étape soit vraiment prise au sérieux et bien suivie. Et en tant qu'archi, je trouve que c'est une étape aussi intéressante. Enfin, je sais pas s'il y a des archis de formation qui participent à cette phase de programmation. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant aussi en tout cas, d'arriver assez tôt pour ça, parce qu'on est formé aussi à ça en tant qu'archi. En tout cas, bravo et merci. Merci beaucoup. Ouais, sur le deuxième sujet, ouais, moi je partage beaucoup de ça. C'est vrai que j'ai foncé directement sur ma casquette Amo Léger. Moi je suis architecte aussi de formation. Et dans les personnes qui sont les pionniers de l'assaut, il y avait, je pense à Maud Delacroix qui est archi aussi, urbaniste. Enfin bref, il y a un peu de. C'est pas tous les. Enfin comment dire, il y a le métier en tout cas d'archi est présent. Et pas que. Et il y en a d'autres. Et je pense que la complémentarité justement des métiers présents chez Amolégé fait aussi cette richesse. Hein. Tu parlais de la clarté sur le propos, sur les outils, enfin, la capacité qu'on a de produire, de diffuser. Enfin, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Enfin, et je pense que la complémentarité des différents métiers ouais, fait on en arrive à ça. Donc, moi, je partage. Enfin, c'est aussi pour ça que je suis là depuis 2 ans maintenant chez Amolégé. C'est pour ces raisons-là, je trouve. Pour autant, on n'est pas maître d'œuvre. Donc, on a besoin, je pense, d'être accompagné par des pros de plus en plus, en fait, hein, qui soient missionnés dès le début. La problématique qu'on a, tu parles des freins, clairement, c'est l'économie des projets, quoi.
en fait, hein, si je commence par le dur, pour être accessible, mais au niveau où Amo Léger l'entend. C'est-à-dire qu'on est très, très accessible, en fait. On est en dessous des seuils, disons, enfin, je ne saurais pas vous donner des chiffres exacts, mais il y a le logement, peut-être le logement social en France, qui est un des repères. On est vraiment en termes d'accès, enfin, dans la mesure où le foncier, hein, le coût du foncier, il est divisé, il est divisé sur 25, 30, jusqu'à beaucoup plus en fait. Et ben en fait, on rend les projets vraiment très très accessibles. Et puis on met des seuils. On se dit, nous, il faut que ce soit 100 euros maximum. Là, vous avez vu, à Moléger du Plessis, c'est 50 par mois. On essaye d'être à 100 euros de loyer par foyer maximum par mois pour avoir usage du foncier. Donc en fait, ça laisse des marges de manœuvre assez faibles en fait. Et donc, évidemment, bah, plus on a de pros autour de la table, enfin, parce qu'on veut que ce soit des modèles qui soient réplicables, et ben plus ça a un coût, quoi. Et donc, il y a un peu un sujet sur comment on rend tout ça accessible, mais tout en étant qualitatif et tout en étant, comment dire, bien accompagné par des pros. Ben là, nous, on est typiquement au pas lourd. C'est une question qu'on va pouvoir se poser le matin du 22, là, avec des pros. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Enfin, forcément, il y a des questions de méthode, hein. Qu'est-ce qu'on est capable de faire sans rogner sur nos honoraires? Parce que malgré tout, voilà, il y a une expertise, on y passe du temps. Donc il n'est pas tout à fait, il n'est pas question de brader tout ça, mais comment on fait? Et donc, ça pose plein de questions. Donc, ça, c'est un frein que je vois moi là, mais parce que voilà, avec ma casquette de pro. Mais sinon, en fait, on a ce énorme confort, j'ai envie de dire, ou chance, je sais pas trop, que bah, c'est les communes rurales qui viennent nous, enfin, enfin voilà, qui viennent nous chercher en fait, et qui nous proposent du foncier. Donc en fait, quand c'est le cas, et c'est encore, je vous l'expliquais, hein, toujours le cas d'ailleurs, on n'est pas des promoteurs au sens de on va chercher du foncier, et puis après on négocie, je sais pas, enfin voilà, c'est pas la démarche quoi. Donc maintenant que ça fait 10 ans, il y a vraiment plein de communes en permanence qui viennent nous voir. Et là, en fait, quand elles font cette démarche d'elles-mêmes, c'est qu'en fait, elles ont cheminé beaucoup, hein, parce qu'une commune qui se lance dans un chantier de la création d'un hameau léger, c'est qu'en amont de ça, elle a intégré ça dans je sais pas, dans son programme de mandat et qu'elle en a parlé en conseil municipal, que le maire a eu le mandat enfin, etc. Vous voyez un peu toute la démarche derrière, donc il y a déjà aussi une démarche collective. Et en fait, quand ils arrivent à nous, eh ben, en fait, c'est génial parce que quelque part, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, et donc en fait, on n'a plus besoin de les convaincre, quoi. Donc d'un point de vue vraiment intégration locale, souvent c'est plutôt facile parce qu'on est face à des élus qui sont convaincus et qui ont envie d'y aller, quoi. Donc ça, c'est plutôt génial. Il n'empêche que, bah oui, évidemment, il y a une intégration locale qu'il faut essayer de construire. Et alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des ateliers qu'on propose, mais tout de suite, dès le première réunion de lancement, on imagine une réunion publique, en fait, où on essaye de mêler enfin, les habitants qui ont envie d'habiter là et les voisins. Et comme ça permet, on leur présente à tous tout ça, et on fait tout de suite des ateliers sur table ou en mixité, c'est-à-dire des personnes qui sont convaincues du truc, qui aimeraient être là, et des voisins bah, se trouvent assis à la même table, et on parle des peurs, on parle des envies et des projections, en fait, comment on pourrait imaginer les choses, quoi. Et donc sur un petit temps comme ça, et puis avec une facilitation un peu classique, hein, des post-it, enfin, où chacun a un tour de parole, enfin, chacun pose ça et explique. Bah, la rencontre se fait. Et un des freins, ça pourrait être bah, des voisins très très sceptiques de bon, encore des écolos ou encore enfin, je sais pas quoi, une communauté de hippies, enfin bref, il y a un peu tous les clichés toujours qui débarquent. Euh, En arrivant, voilà, ils ont ça en tête, et en partant, bah, souvent, enfin clairement, enfin, je sais pas de vous dire, mais j'aurais envie de dire 95% des cas, c'est ah bah oui, en fait, c'est des gens normaux, enfin, ou c'est des gens comme nous qui cherchent juste à imaginer d'habiter un peu autrement, quoi. Enfin bon, c'est assez classique, disons. Voilà. Après, un des freins aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas si facile de recruter, enfin, ou pas de recruter, mais de trouver des personnes motivées d'habiter sur certains projets. Typiquement, j'ai accompagné un projet dans le sud Finistère, à Élian, et le projet s'est arrêté en cours de route parce qu'on n'a pas réussi à mobiliser, malgré toutes ces étapes le week-end, etc., et toutes ces réunions, on n'a pas réussi vraiment à mobiliser une sorte de groupe cœur qui aura envie de porter le projet, quoi. Parce que voilà, donc ça c'est un frein sur lequel on travaille aussi et qui questionne beaucoup sur le degré de participation que j'évoquais à un moment.
Parce qu'en fait, on accompagne, mais c'est pas nous qui faisons le projet, en fait, hein. On est là pour donner des clés, des outils, mais à un moment donné, le collectif qui veut s'installer sur le lieu, bah, c'est à lui d'y aller, quoi. Et donc, ben, il y a ce challenge de trouver ces personnes-là un peu plus aujourd'hui. C'est plus challengeant aujourd'hui qu'il y a 3, 4, 5 ans. Donc voilà, c'est un peu les sujets qui me viennent. Il y en a probablement d'autres. Si vous aviez d'autres collègues, ils vous auraient raconté d'autres trucs, mais c'est ceux auxquels je pense là. Ok, merci Thomas. Euh, Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole de nouveau? Il y a un petit onglet pour dire qu'on lève la main, là, Ah, vas-y Marlène, T'en- je t'en prie. Merci. Merci Thomas pour la présentation. Je connaissais déjà Amo Léger, mais là, de voir plus la partie avec tous les outils que tu as présentés et tout, c'est hyper enrichissant. Moi, je suis concepteur et j'accompagne aussi des particuliers depuis assez peu de temps en réalité, mais je m'intéresse à tous ces sujets d'accompagnement et comment on crée du dialogue, le bon dialogue au bon moment, etc. Et là, par rapport à ce que tu disais sur les communes, ça n'a pas forcément de lien à l'accompagnement, mais plutôt qu'est-ce qui fait que, selon toi, les communes elles viennent et elles sollicitent pour créer un mot léger, alors que finalement, les voisins, ils ont l'air un peu... ils savent pas trop ce qui va se passer, comme tu parles de bande de hippies et tout. Et en fait, c'est bizarre d'avoir dans une même commune les habitants qui sont sceptiques et les élus qui sont hyper motivés et qui ont vraiment compris ce qui se passait, quoi. Hmm. Ouais, clairement. En fait, c'est c'est vrai que c'est intéressant. En fait, les premières communes qu'on a accompagnées, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de faire ce travail de convaincre le voisinage, en fait. Les élus étaient motivés, mais ils avaient déjà fait le travail de sensibilisation à amont. Et puis moi je pense à une commune que j'accompagne encore dans le Finistère, la Bothmeur, c'est 200 habitants. Et clairement, il n'y a aucun problème de voisinage, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont tous convaincus par l'idée que, ben voilà, il faut qu'on réinvente. Enfin, en gros, on a besoin d'attirer des gens. C'est hyper cher là où on habite et il n'y a pas il y a plus rien à vendre. Enfin, il n'existe plus rien. Donc, soit on fait un lotissement tradit classique avec des maisons blanches, enfin, voilà, des maisons avec une voirie béton, enfin, au milieu là. Et donc, on abîme quelque part le patrimoine local. Et en fait, c'est même pas sûr que les gens viennent parce qu'en fait, ça va coûter cher, alors que les monts d'arrêt, Bottmer, c'est dans les monts d'arrêt et que c'est assez reculé, quoi, quelque part. Donc, soit ben, on imagine une offre un peu différente et qui permette à des gens de s'installer là, enfin, de continuer à dynamiser la commune, parce que c'est déjà très, très dynamique là-bas. Peut-être faire venir des enfants, enfin, etc., etc. Donc, en fait, c'est vrai que là, typiquement, on n'a pas besoin de les convaincre, le travail a été fait en amont. Après, il y a des communes où c'est un peu plus difficile, peut-être quand on est plus dans du périurbain et où on est en mitoyenneté, on pourrait dire, ou en proximité de lotissement, voilà, où on est dans des modes de vie qui sont assez différents, quoi, où les habitants se disent, ah ben mince, ce hameau, ça va dévaloriser la valeur de notre maison parce que ce sera mal fait, mal construit, machin. Et donc là, clairement, bah, soit la commune a sensibilisé avant, soit ils sont un peu provoques, ils y vont, mais souvent c'est pas enfin souvent c'est super bien fait et ils arrivent voilà, à part des réunions publiques à sensibiliser, quoi. Et nous, typiquement, si on sent des tensions, c'est ce que j'évoquais hein, sur l'atelier, on en fait plusieurs, en fait, s'il le faut. Et surtout, quand il y a un concepteur après qui rejoint le groupe, le paysagiste ou l'architecte, enfin, on travaille sur cette charte paysagère et architecturale. Il y a aussi régulièrement le cas où, bah, dans les Monts d'Arrêt, par exemple, l'ABF a un droit de regard. Enfin, donc l'ABF, c'est l'architecte des bâtiments de France. Et donc, ou le CAUE, hein, qui sont tous ces organismes qui font du conseil aux communes et aux particuliers et qui peuvent avoir des ressources enfin, et qui peuvent être des ressources, disons, des personnes ressources pour être présentes dans des temps où il y a peut-être un peu des tensions de voisinage, quoi. En tout cas, une des clés, c'est de multiplier les moments de rencontre avec eux, avec les voisins, pour pas tant les convaincre, mais juste voilà, laisser la parole, enfin, les laisser parler et les laisser témoigner de leur peur, quoi. Et en fait, les peurs des voisins sont toujours compensées par les envies de ceux qui arrivent en fait quelque part. Et puis on peut les rassurer en se disant, ben voilà, il y a une charte architecturale qui va euh, préconiser
une forme de qualité, quoi. On va éviter, je ne sais pas moi, un truc, le plastique. Enfin, après c'est un truc peut-être écolo, mais je sais pas, ou les bardages métalliques, les containers, enfin ce genre de choses, ça fait souvent peur. Et donc la commune étant présente à chaque fois dans tout le processus, elle entend. Et vu qu'elle a une voix au chapitre, ben voilà, elle va demander aux habitants d'inscrire ça dans leur charte paysagère et architecturale, quoi. Donc ça, c'est un levier hyper intéressant, mais qui se base juste sur l'écoute, en fait. Créer des moments de rencontre, on écoute, on entend, on discute. Enfin, il y a peut-être des choses qu'on accepte moins, parce que typiquement, la réversibilité des habitats, voilà, ce sera jamais des dalles béton. Mais donc là, on explique pourquoi, et souvent, ça se passe vraiment très très bien, quoi. Ouais, ça vous est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui finissent tellement convaincus qu'ils ils quittent leur lotissement pour rejoindre un hameau? Alors ça, je saurais pas te dire. Moi, je suis là que depuis 2 ans. C'est une bonne question, tiens. Par contre, c'est déjà arrivé que des voisins, et je pense à Elian, voilà, des voisins n'étaient vraiment pas contents et qu'ils ont réussi à démobiliser des habitants, enfin des personnes intéressées, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une visite, ils étaient présents et en fait, ça a fait peur aux gens. Enfin voilà. Donc en Ouais. gros, bon, Ah ça bah, arrive quand même, hein. Je veux pas non plus dire que c'est bisounours et que voilà, mais en tout cas, moi j'ai vécu ça, ça n'a pas été facile et ça allait jusqu'à, bon, la commune s'est dit, on arrête là parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a un truc, pour le moment, on n'est pas mûr, mais ça veut pas dire que dans quelques années, on se relance pas. Mais une fois justement que le travail un peu que j'ai évoqué là, un peu de préparation, ben, peut-être sera mieux fait et qu'il y aura une maturité dans le territoire un peu plus grande, quoi. ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, le relais. Bonjour Laurent. Merci Thomas pour ta présentation, toujours intéressante. Alors j'ai été au Palourde l'année dernière. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc je me suis inscrit pour le full pass entre guillemets de cette année de nouveau. Et puis comme je suis bureau d'études thermiques et environnementales, j'interviendrai également. Euh, voilà, donc ça fait 15 ans que j'ai monté mon BE de mon côté thermique et que je fais principalement de la RE 2020, de la STD et aussi pas mal de passive house que sur de l'éco-construction, donc que ça soit de l'habitat individuel, du collectif ou du petit tertiaire. Moi, j'avais deux, trois questions. La première, c'est toi, de ton côté, tu as choisi quel type d'habitat voilà, avec Ah ouais, l'explication un petit peu de ton choix, si tu veux bien. ouais, c'est ça. Eh ben, c'est une bonne question parce que j'ai pas une réponse très claire encore. Nous, on arrive à l'habitat. Alors, je disais, hein, je vis avec Johanna, ma compagne, et 2 enfants qui ont 11 et 8 ans. Donc, on est quatre dans notre foyer. Et on vient d'un mode de vie plutôt classique, urbain. Et puis, il y a 3 ans, on est parti en voyage en camping-car. Et c'est là où on s'est. Alors, on était non pas dans très, très grand avant, en centre-ville, quoi. Mais, et puis, le camping-car nous a tout de suite projeté dans un truc très, très petit, quand même. Et ça a été un peu enfin, une sorte d'expérimentation vers qu'est-ce que ça veut dire nos besoins. En enlevant tout comme ça, ou presque tout, de quoi on a besoin. Et donc, en fait, c'était hyper intéressant déjà de se dire, tiens, avec quoi on part dans le camping-car, nanana, donc comment on expliquer mon choix d'habitat. Il passe déjà par un parcours de comprendre mes besoins. Et en fait, c'est pas si simple pour moi de répondre parce que j'ai pas encore vraiment répondu à toutes les questions, quoi. Ceci dit, depuis maintenant 2 ans qu'on s'est installé là, le camping-car c'est fini et on s'installe au hameau DG du Placy. Et pour continuer malgré tout à cheminer, on a acheté deux mini-maisons qui ressemblent un peu à des tiny, on pourrait dire, dans un centre de formation qui s'appelle Gara, au sud de Rennes. Ghara d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est intéressant. En gros, ils forment à la construction bois, mur-ossature bois, sur des temps de formation hyper courts. Donc en 2 mois, paf, ils sortent une maquette d'études qui sont à l'échelle 1, quoi, et donc qui sont des tiny en vrai. Et donc tous les 2 mois, ils en ont une comme ça, là, et puis plutôt que de la démolir, ils les revendent. Et donc nous, là, on a entendu parler de ça il y a un an, donc on s'est dit, bon, ouais, le camping-car, ça va bien. Oui, je disais 2 ans, mais on habitait encore dans le camping-car il y a un an, en fait, c'est vrai. Et on s'est dit, bon, c'est commence à être un peu petit. Et si on passait à une étape d'après, on rajoute un peu de surface. Et donc, on a acheté deux tiny comme ça, qu'on a retapé et qu'on est en train d'aménager pour les rendre habitables, quoi. Donc, ça va faire elles font environ 16 mètres carrés au sol. Il y aura des mezzanines pour mettre les lits. Donc ça fait 32 mètres carrés, plus les mezzanines et plus une grande terrasse qui les relie. Donc c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Mais on sait que c'est temporaire.
C'est temporaire parce qu'en fait, on aimerait bien réaliser nous-mêmes, disons, une maison un jour en autoconstruction, quoi. Donc, mais par contre, là, il faut vraiment pouvoir dessiner, être au clair sur son programme, etc. Et puis surtout se questionner, ce que je vous montrais tout à l'heure, là, sur ce petit schéma. Est-ce que j'ai vraiment le temps? Et ça, c'est vraiment notre sujet. Les compétences, on les a pas toutes non plus. Donc, qui peut nous accompagner? Combien ça peut coûter? Enfin, etc. Il faut qu'on chemine un peu sur tout ça. Mais en attendant, vu que tout ça va nous prendre un peu de temps, on va tester ces tiny là. Donc voilà, c'est un peu un parcours résidentiel, on pourrait dire, qui va enfin, pour aller au juste, à la juste surface, quoi, qui nous Ouais, un correspond. cheminement, quoi. Voilà, On c'est est ça. tous là-dessus, quoi. Et Ouais, ça, ouais, c'est là où la léger permet ça aussi, parce que dans la mesure où ils ne sont pas fondés, enfin, en fait, bah voilà, elles restent mobiles, nos maisons, quelque part. Donc une fois qu'on aura cheminé, si ça nous va, on va les garder, enfin, on les implantera, quoi, fixement, en tout cas dans l'espace qui nous est dédié, dans la Molégée du Plessis. Et si ça ne nous suffit pas, et ben on rajoute un morceau, ou, enfin, bref, on pourra compléter. Hmm. Ok, Et ça, je trouve que enfin, moi, ça m'intéresse bien comme démarche. ok, merci. J'avais une autre petite question avant de rendre la parole. Euh, je l'ai écrite, je l'ai formulée comme ça, donc je la lis, hein. Si le propriétaire des murs décide de partir, voire même décède, hein, bah, comment ça se passe bon, tu l'as abordé un petit peu, mais tu peux décrire encore plus précisément? Ouais, c'est une très très bonne question. Effectivement, je ne suis pas forcément rentré dans le détail de ça, mais en gros, on peut retenir vous avez compris qu'il y a deux modèles juridiques, le bail amphithéotique, le BRS, hein, le bail réel solidaire. C'est un tout petit peu différent. Ceci dit, dans les deux cas, il y a un collectif d'habitants donc qui gère les lieux. Et donc, déjà, tu parles du décès, mais pour arriver dans le collectif, il faut passer des étapes on parle d'inclusion, quoi. C'est-à-dire que quand on veut rejoindre un collectif, c'est pas juste, bah, il y a un emplacement, j'arrive, hein, comme dans un lotissement ou comme dans le marché immobilier normal, quoi, hein, ou dans le locatif, où tu as un propriétaire qui décide, enfin, qui te donne accès au logement. Là, en fait, il y a tout un temps de rencontre avec le collectif pour savoir si toi, ça te va déjà, le mode de vie, les gens, le lieu, etc. Et puis bah, après, il y a une décision du collectif aussi. Bah, est-ce que c'est OK quoi, que ce foyer nous rejoigne? Donc voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est une petite difficulté. Enfin, c'est très différent comment dire, Du modèle l'accès à l'immobilier ou au logement habituel, en fait, hein. Il y a ce filtre qui passe par bah, un choix du collectif d'habitants qui est sur place. Et ben, en fait, quand tu pars, là, pour le coup, il y a pas, c'est toi qui décides hein, de partir, en fait. Ça peut aussi venir d'un clash avec le collectif, ça va plus, et donc en fait, il peut y avoir des modalités de départ qui sont décidées collectivement. Et ben en fait, du coup, tu libères ton emplacement. Et donc, c'est plus dans le bail amphithéotique, c'est facile si ta maison est vraiment démontable ou mobile. Bon bah, tu pars avec. Et donc, tu l'emmènes, hein, et là, il y a les vis de fondation, quelque part, elles se dévissent, hein, c'est des grosses tarières, en fait, qui te permettent de visser ça, comme ça, hein. Donc, ça peut être à manuel, mais ça peut être aussi thermique, par exemple. Ben, tu le redévisses et tu pars avec. Si c'est pas démontable, comme la pailloute, par exemple, enfin, tu peux la démolir, mais bon, c'est quand même un peu plus délicat, disons. Ben alors là, c'est le challenge, c'est de trouver quelqu'un qui va vouloir, qui aime ta maison, déjà, et qui veut bien te la racheter, et qui en même temps, ben, avec qui le courant passe dans le collectif, quoi. Et donc c'est Hmm. là où ça devient un petit peu difficile dans le cas du bail amphithéotique, disons. Donc vigilance sur ces maisons qui sont pas démontables et mobiles. J'ai mis une image tout à l'heure hein, de la paillote, vous vous rappelez. C'est pas l'idéal en fait par rapport à cette difficulté-là que tu évoques. Et bah, dans le cas d'un décès, dans ce cas-là, et ben en fait, typiquement, tu as des biens qui sont des biens considérés comme du mobilier. Et donc là, et ben c'est les descendants, hein, les héritiers qui héritent de tout ça, avec la difficulté dans les questions d'héritage, pour les questions mobilières, de bien décrire, enfin il faut savoir justifier de la valeur de ce bien mobilier-là, quoi. Donc en fait, quand des gens construisent, enfin t'achètes un meuble ou je sais pas quoi, c'est facile, mais quand tu construis une maison, c'est bien de pouvoir justifier clairement bah, de tous les frais que tu as eu sur cette maison pour pour que les héritiers puissent bah, voilà, ne pas s'écharper sur la valeur de cette maison-là. Et donc, c'est à la charge des héritiers de démonter voilà, d'enlever l'habitat, typiquement. Parce que pareil, ça va repasser par le filtre du collectif. Tes enfants, typiquement, dans ce modèle-là, il faut qu'ils refassent une inclusion. Ils pourront pas forcément de fait habiter dans cette maison.
Donc là, ça ajoute une petite complexité quand même Et qu'il pour faut le avoir. BRS, parce que tu évoques beaucoup. Pour le BRS, c'est un tout petit peu différent parce que vu qu'on est propriétaire du sol, en fait, ça passe par une vente. Enfin, on est propriétaire, on est quasi propriétaire. On achète des droits réels. Donc, pardon, c'est pas vraiment enfin, c'est une quasi propriété. Mais on a capitalisé. Donc, quand on part, on peut revendre son droit réel plus son habitat, qui lui est pour le coup fixe sur le terrain. Et donc ça, tu le rachètes, pardon, tu le vends à un foyer qui arrive en fait. Et donc pareil pour les héritiers, en gros ça passe, là c'est clairement de l'immobilier, hein. Donc en gros ça D'accord. passe par, il y a une valeur qui a été estimée, enfin en fait c'est tout à fait différent du cas du mobilier. Et il n'y a pas le filtre du Pour le coup, collectif que tu évoquais pour le... ouais, c'est ça. La question du filtre, vu qu'on expérimente ce modèle-là actuellement, il y a probablement un petit filtre, mais qui est plus le filtre de l'OFS, l'Office foncier solidaire, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. C'est que c'est du logement, enfin, ça rentre dans les critères d'attribution du logement social, comme les mêmes critères que le PSLA. Et donc là, il y a des barèmes en fait qui existent, qui sont nationaux, qui changent chaque année là. Et en gros, pour être éligible PSLA, enfin, il faut rentrer dans les limites de revenus qui sont dictées par le PSLA. Donc, si t'es par exemple, t'es défunt, enfin, comment dire, t'es dans un couple, la personne survivante, voilà, ben, en fait, il n'y a pas de sujet. Par contre, si c'est les enfants, il faut qu'ils respectent les critères du Hmm. PSLA, en fait. Et donc, sinon, ça ne marchera pas pour eux non plus. Un peu comme dans le logement social, finalement, hein, il n'y a pas de lien normalement. Enfin, si tu as, comment dire, si tu ne rentres pas dans les critères, tu n'as pas accès au logement social. Par contre, le filtre du collectif, bah, ça, c'est une question sur laquelle il faut qu'on travaille encore. Ça pourrait être différent dans le BRS, mais, ouais, mais au cas par cas aussi, c'est pas forcément sûr d'ailleurs. Ça pourrait passer par le filtre du collectif. Donc la question de l'héritage, il y a deux sujets pour moi. Il y a la question de la sécurisation de l'investissement, hein, pour ses enfants ou ben, pour les héritiers. Dans les deux cas, vous l'avez compris, ben, on peut vendre, ou on récupère, donc on peut vendre son habitat mobile, ou bien on vend ses droits réels, on mérite des droits réels. Par contre, il y a la question d'un filtre, hein, la question du logement participatif comme ça, qui implique un peu une sorte de, comment on pourrait dire ça, des contraintes un peu comme dans le logement locatif. C'est-à-dire quand tu décèdes et ben, tu vas rendre les clés à ton propriétaire, tes enfants, enfin, c'est pas parce qu'ils sont tes héritiers qu'ils pourront habiter dans le logement sans passer par le fil du propriétaire, quoi. Il y a un peu Hmm. un truc de cet ordre-là, si je schématise. Ok, Mais qu'il faut merci pour avoir ta en tête dans le réponse. choix de l'habitat, en fait, je pense. C'est intéressant de l'avoir en tête quand on choisit son type d'habitat. Hmm. Et je trouve que d'ailleurs, nous, c'est un peu là où on en est, quoi. On sait que si on va pas pouvoir autoconstruire notre maison, eh ben, on va être accompagné. Et donc, tout ça va avoir un coût supplémentaire, en fait, hein, dans le coût global de cette maison. On est quatre, donc on a besoin quand même d'une surface d'une certaine surface. Et donc, ça, de fait, ça aura un coût aussi. Et donc, dans quelle mesure, le jour où on part, on arrive à trouver un foyer qui veut bien nous racheter cette maison-là si on veut pas repartir avec parce qu'elle est pas, tu vois, elle est pas trop démontable, quoi. Il faut Hmm. pas se leurrer, hein, dans une maison, elle est démontable au début, mais ce que j'évoquais, hein, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand le lierre aura poussé, quand je sais pas quoi, enfin bref, c'est quand même, et qu'on veut un peu de qualité, on aura intégré cet habitat-là dans un jardin, elle sera peut-être un peu moins démontable. Et c'est OK, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça chouette. Mais donc, il faut par contre trouver un foyer qui veuille bien la racheter. Donc ça pose la question aussi de la personnalisation de son habitat, à quel point ça peut plaire à d'autres. Enfin bref, voilà. Il y a plein d'autres sujets qui s'ouvrent là. Merci Thomas, en tout cas. Merci pour ces précisions. Je libère la parole. Voilà. Merci. Oui, très intéressant tout ça. Merci Thomas. Je sais pas, du coup, il y avait Isabelle, tu avais posé une question. Je sais pas si tu veux prendre la parole sur le groupe, comment faire vivre la dynamique de groupe. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, j'ai posé plusieurs questions. Donc, en fait, moi, je suis Isabelle Bardi, donc j'ai déjà intervenu aussi à Café des Améroué, maître d'œuvre. Et en fait, pour la biologie de l'habitat, j'étais intervenue à ce moment-là.
Et donc, ça m'intéresse énormément, hein, le principe. Alors, j'ai plein de questions. Il y en a plein qui sont arrivées. Donc, il y en a peut-être que je vais poser en personnel parce que ça va peut-être durer beaucoup trop longtemps. Là, ce qui me vient juste pour rebondir, ce qui vient d'être dit, c'est la question de réversibilité. Donc, ça a été dit plusieurs fois. Moi, je pense aussi, ce qui est important, c'est la modulabilité. C'est qu'on puisse être modulable. Parce que là, vous avez des enfants et plus tard, bah, ils vont s'envoler et vous serez peut-être plus qu'à deux. Et puis, ben, à ce moment-là, c'est bien aussi d'être sur quelque chose de modulable et de pouvoir rester sur le hameau et de changer comment dire, d'emplacement, d'avoir une autre maison qu'on peut interchanger avec un autre couple et qui peut arriver. Donc, voilà, c'est peut-être un peu compliqué puisque chacun a construit un peu sa maison selon ses goûts. Et du coup, voilà, donc c'est cette question-là qui se pose. Je sais pas si tu veux réagir tout de suite. Ouais, ouais, non, mais j'adore cette idée. Moi, je pense qu'effectivement, en fait, ce que j'ai peut-être pas suffisamment évoqué, c'est aussi ce qu'apporte la gouvernance partagée. C'est-à-dire que ce que tu amènes là, typiquement, en fait, en gouvernance partagée, eh ben, dans le cadre, parce qu'il y a, voilà, on accompagne aussi là-dessus sur comment prendre des décisions ensemble, comment on se projette dans le futur, enfin, comment on fait changer, comment on fait évoluer le projet. Ben là, cette proposition-là, ça pourrait typiquement être posée dans une réunion de triage qu'on appelle chez nous, et on se dit, tiens, bah voilà, moi aujourd'hui, mes enfants sont plus là, ma maison est trop grande. Est-ce qu'on peut fixer une règle d'échange? Enfin, est-ce qu'on peut ajouter dans notre règlement intérieur d'association quelque chose pour faire évoluer ça? Et donc, clairement, c'est assez, enfin, au Placy, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, quoi. En tout cas, par le changement d'emplacement. Enfin, je crois que il y a rien, on n'est pas propriétaire, en tout cas dans le bail amphithéotique, hein. Dans le BRS, on a quand même des droits réels pour son emplacement. Je me dis que c'est pas impossible, mais bah voilà, vu qu'on a des droits de propriété, c'est un peu différent. Bon, mais par contre, moi, je vois aussi dans la modularité la question d'ajouter des éléments, de démonter une partie de sa maison. Enfin, et là, typiquement, nous, on a deux tiny, je disais, hein, deux maisons qui sont mobiles qu'on a implantées en équerre, reliées par une terrasse, quoi. On aura un espace qui sera la maison. Enfin, nous, notre rêve du début, c'était une pour les parents, une pour les enfants. Bon, ils sont encore un peu petits. Ils n'avaient pas très envie d'être séparés de nous la nuit. Mais typiquement, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, quoi. Chacun sa tiny, et puis le jour où ils partent, bah, ils partent avec leur tiny, ou bien on en vend une, ou on donne aux voisins qui aura eu un enfant entre-temps. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait envisageable. Le petit frein à ça, quand même, enfin, le petit frein, un frein, et qui revient, c'est un peu de se dire à quel point la modularité amène une forme de d'épuisement ou d'instabilité dans la vie, quoi, quelque part aussi, de se dire, ah ouais, en fait, il y a toute ma vie, ça c'est un chantier éternel, en fait. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à ça. Et on a souvent ce retour de se dire, ouais, ok, l'idée est belle, mais dans les faits, j'aimerais bien me poser à un moment donné dans un truc enfin, sans que ça bouge, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un peu aussi prendre en compte l'énergie de chacun et la capacité à vivre le changement et les évolutions, quoi. Même si l'idée, le concept, moi je partage. En tout cas, moi aujourd'hui, j'en suis là, plutôt dans cette idée-là. D'accord. Donc, du coup, je reviens à ma question de base. C'était concernant donc, le fameux PFH, tu en as peut-être un peu parlé aussi déjà, le facteur humain, pour qu'il soit bien précieux et pas l'autre. Du coup, est-ce que vous choisissez en fait les habitants en fonction de leurs compétences de départ, ou est-ce que vous les amenez à des compétences par des formations, des ateliers ou je ne sais quoi, pour pour apprendre quelque part la gouvernance partagée, des principes comme ça de vivre ensemble dans un type d'habitat comme celui-ci, parce que c'est pas très habituel et je pense que très peu de gens ont l'habitude, et même quand on a l'habitude, on n'a peut-être pas forcément toujours des capacités ou il manque parfois voilà, des petites choses pour que ça fonctionne bien, quoi. Est-ce qu'il y a des temps pour ça? Complètement, c'est vrai que j'ai pas détaillé la phase. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs phases, là, au moins trois dans les modèles, hein, la faisabilité au début, l'émergence du collectif, et il y a une troisième phase d'assistance à maîtrise d'usage et d'AMO, je disais. Mais dans la maîtrise d'usage, clairement, le collectif qui sera retenu par la commune, ben, il est accompagné sur un an. Donc il y a 6 temps en présentiel, 6 week-ends, on pourrait dire, de 2 jours, dans lesquels en fait Amolégé apporte, enfin durant lesquels Amolégé apporte tout un tas de ressources en fait, et que ce soit justement dans le montage opérationnel, financier, nanana, et bien sûr évidemment sur les questions d'autogestion et de gouvernance partagée, quoi. Donc il y a une sensibilisation à ça, et puis après une mise en pratique dans ces temps-là.
voilà, c'est quoi une réunion de triage ou une réunion, enfin une gestion une prise de décision par consentement, par exemple, enfin, etc., etc. Et comment on prend soin du collectif aussi. Enfin, ça, il y a des rôles qui sont dédiés à ça, selon nous, en fait, dans des temps de cercle de parole, enfin, en fait, etc., etc. Il y a plein d'outils qu'on met à disposition, on sensibilise des personnes, et puis après, elles se les approprient, ou en tout cas, elles les transforment, elles les modifient. Parce que nous, on est vraiment là comme des passeurs d'outils et d'infos et voilà, et de pratiques, quoi, d'expérience. C'est bien les collectifs comment dire, déjà enfin, les personnes se choisissent elles-mêmes, hein, et donc par affinité. C'est pas nous qui définissons, comment on pourrait dire ça, des critères de compétences pour fabriquer des collectifs. C'est les collectifs qui font ça, enfin qui le font eux-mêmes. En tout cas aujourd'hui. Je dis pas que ça changera peut-être pas, enfin, ou dans des projets peut-être différents, ça pourrait se faire. Mais aujourd'hui, c'est plutôt enfin voilà, on sensibilise, on donne les clés. Et par eux-mêmes, souvent, ils se disent, bah voilà, il va falloir avoir ces compétences-là. Clairement, hein, on parle de rôle, nous, comme en sociocratie, je ne sais pas si ça vous parle, enfin, les rôles en sociocratie, où on détermine, alors là, dans les projets d'Amo Léger, il y a des personnes qui sont à la coordination, qui sont un peu les référents du calendrier. Il y en a d'autres qui seront référents aménagement, architecture, d'autres qui seront sur bah, le soin du collectif, justement, enfin, etc., etc. Et donc, on leur propose comme ça une grille. Et après, en fonction de leur affinité, leur appétence, ils choisissent l'un ou l'autre des rôles. Et on les outille, quoi. On les accompagne vraiment pour que tout le monde soit à l'aise et se sente compétent, quoi. Et puis, on n'a jamais une étiquette collée pour toujours. Donc, si ça va pas, enfin voilà, dans cette autogestion et en prenant soin du collectif et donc du facteur humain, on a toujours des espaces pour dire, bah là, c'est tendu pour moi, c'est ci, c'est ça, j'ai besoin d'aide, enfin, etc. Donc, en tout cas, ouais, on est dans un truc où on pense il faut comment dire, euh, enfin, c'est pas tant qu'il faut, enfin, il faut conscientiser, bah, voilà, rendre lisible plutôt, voilà, c'est ça que je voulais dire, toutes les compétences nécessaires, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, c'est quand même un vrai challenge de monter, de créer un mot léger, quoi. Et quand il manque une compétence, bah, comment on se forme? Et peut-être que s'il y a un foyer encore, enfin si on est 3, 4, 5 et qu'il y a 8 emplacements, mais peut-être que les trois derniers foyers, pour les inclure, on va réfléchir un peu plus aux compétences qui manquent, quoi. Et donc on va demander aux gens qui arrivent, bah tiens, là en fait, on est vraiment nul sur la gestion du budget ou je sais pas quoi. Est-ce que tu as des compétences là-dessus? Et donc c'est vrai que sur les derniers foyers, il peut y avoir des fois, on l'a vu ça, quelques critères qui émergent, quoi, pour venir compléter les compétences qu'il n'y aurait pas en interne. Mais souvent, c'est quand même c'est le feeling et l'intuition, enfin comment dire, comment ça se passe humainement qui prime en fait. Parce que faire un casting par compétence, ouais, c'est pas suffisant pour réussir à vivre ensemble. En fait, il y a tellement d'autres sujets qu'il faut qu'on arrive à partager et à bien vivre pour que ça marche. Voilà. D'accord. Et du coup, je vais commencer les deux dernières questions en une. Euh, Quand tu parlais de tiny house, je voulais savoir si c'était, tu as dit que vous étiez sur un terrain constructible. Et la question que je me posais à ce moment-là, est-ce que c'est possible de le poser sur du inconstructible? Ça, c'était la première partie de la question. Et la deuxième, tu as parlé aussi de filtres à broyat de bois. Et je voulais savoir en quoi c'est mieux que l'épandage par gravier qui est plus classique. Alors, l'épandage par gravier, t'avoue que je ne connais pas spécialement bien, mais il me semble que dans l'épandage par gravier, c'est une dernière étape du processus d'assainissement, quoi. Normalement, enfin, quand tu as un épandage, c'est qu'avant, tu as un Il y a espace une de fausse stockage, toute eau. Une fausse toute eau. tu as une fosse septique, quoi, c'est ça? C'est ça. Voilà. Une fausse toute eau. T'as tous les eaux. C'est pas que grise, c'est aussi C'est les eaux ça. brunes. Et du coup, Ouais. avec pompage régulièrement pour l'envoyer en traitement, Non, quoi. il n'y a pas de pompage, ça se fait par le trop-plein. C'est ça, mais du coup, il y a un résidu dans ta fosse qu'il Oui, faut, oui. qu'il Ah faut, oui, 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 faut qu'il sortir faut, oui, régulièrement. tous les 4 5 ans, oui, il faut quand même, Ça. oui, En fait, ça, vider. c'est de l'assainissement qui est réglementé. Clairement, dans le filtre à broyer de bois, c'est plutôt plus proche du filtre planté, quoi. Ce qu'on Mm. appelait encore phytoépuration, en fait. C'est-à-dire que dans le filtre à broyer de bois, c'est par la présence de ce broyer de bois que les eaux sont filtrées. Et en fait, c'est pas toute l'eau, c'est vraiment que les eaux grises. Donc, c'est-à-dire que les eaux noires, donc les sels, les matières fécales, elles sont sorties, elles sont compostées en fait. C'est des toilettes sèches en fait qui sont à séparation. Donc, tu peux séparer les urines des matières fécales. Les matières fécales sont compostées dans un composteur qui reste sec, quoi. Et avec tout l'art du compostage, hein, qu'il faut, enfin,
Et puis, donc, en gros, déjà, ça veut dire que tu enlèves une grosse partie du problème, quoi. Donc, ton eau, elle est beaucoup moins souillée quand il n'y a pas les matières fécales qui plongent dedans. Et ensuite, donc, tes eaux grises, donc c'est les urines éventuellement, mais pas forcément. Et cuisine, salle de bain, voilà, et c'est à peu près tout, en fait. Donc, c'est des eaux qui sont savonneuses essentiellement, et peut-être éventuellement avec un peu de gras quand on fait des machines à laver ou de la vaisselle. Et donc ça, c'est le broyat de bois et les bactéries présentes naturellement sur ce bois qui se chargent de la décomposition de cette eau qui est ouais, cette eau vanne, quoi. Et donc ensuite, c'est filtré directement. Enfin voilà, une fois que les bactéries ont fait leur rôle, quand ça arrive dans le sol, et ben, en gros, c'est le sol qui continue à filtrer en fait cette eau-là. Donc c'est très très différent de l'épandage, ouais, où en fait en fait, on n'a pas besoin de, de grosses fosses de stockage, quoi. Enfin, c'est remplacé par le compostage, quoi. Et donc oui, c'est plus écologique parce que bah, du coup, le compostage, bah, il se composte et qu'en fait, après, bah, dans un projet collectif, ça peut être réutilisé dans un potager ou donné aux voisins ou dans un jardin partagé, quoi, par exemple. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne au Placini. Ouais. Et ça, je vous invite vraiment à aller regarder les ressources partagées par le RAE, le réseau de l'assainissement écologique. Ils ont tous une note méthodologique là qui documente vraiment tout ça. C'est très très bien fait, quoi. Et du coup, la tiny house, elle a besoin d'être Ah, sur un... pardon. Il faut que ce soit sur un terrain constructible ou ça peut être inconstructible aussi? Eh ben, en fait, dans la mesure où tu dois déposer un permis, alors, soit tu as le permis d'aménager là, pour résidence démontable, mais là, il faut que ce soit un terrain constructible, dans tous les cas. Soit, en fait, tu dois déposer une déclaration préalable de travaux pour une tiny. Donc, si tu es sur un terrain qui n'est pas constructible, tu ne pourras pas déclarer ta D'accord. déclaration de travaux. Par contre, après, voilà, c'est tout le sujet de l'habitat léger. En fait, on peut faire des demandes dans des zones non constructibles de STECAL. On appelle ça le STECAL, STEACL. Nous, alors, on ne fait pas jamais ça. Donc ça, je vous invite à creuser, vous, dans votre cas, en fonction des particularités des endroits ou de vos besoins. Mais le STECAL, ça permet de demander une modification du PLU pour permettre la construction d'habitats légers démontables, quoi. Mhm. Mais ça passe par modification de PLU. Donc déjà, ça ne marche que dans les PLU. En carte communale, ça ne marche pas. Et en PLU, bah, une modification de PLU, c'est assez long en fait. Donc ça passe par la commune qui fait une demande à sa communauté d'agglo, enfin voilà, etc., etc. Bon, je vois l'heure qui tourne en fait. On a un peu dépassé, désolé pour celles et ceux qui restent encore. Mais ouais, là, le STECAL, c'est un peu spécial. En tout cas, nous, on veut pas s'inscrire dans. On veut que ce soit constructible. Sinon, on est sur ouais, de l'étalement urbain en zone naturelle, tout ça, enfin, au forestier ou agricole, et ça, on ne souhaite pas défendre ça, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et pour la dernière question, je t'appellerai. Ok, Je super. laisse la place aux autres. Bon, eh ben, on arrive à la fin. Je sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole juste une petite minute avant qu'on se quitte. Ça va? Moi, je voulais juste vous dire que clairement, on cherche des pros régulièrement. Donc, regardez sur la carte au trésor, ça vous indiquera si c'est près de chez vous ou pas. Donc, vous allez pouvoir toquer chez les collectifs pour savoir s'ils ont besoin de vous ou quoi. Enfin, en tout cas, vous pouvez le faire comme ça. Et puis, on a sur le feu une formation dédiée aux pros. Plutôt, elle sera probablement accessible fin d'année ou début d'année prochaine, aux pros concepteurs qui auraient envie de se sensibiliser aux particularités des hameaux légers, quoi. Donc, pour avoir un condensé et pour venir creuser justement les sujets bah, de filtre à bois, de fondation réversible, parce que là-dessus, il y a des études qui sont sorties aussi pour comprendre, enfin voilà, etc. Donc ça, c'est un truc qui peut arriver d'ici la fin d'année. Et vous pouvez aussi contribuer, si ça enfin, vous pouvez aussi adhérer en tant que pro, évidemment, soutenir l'asso, parce qu'on est une asso, hein. J'ai pas parlé du modèle économique, mais c'est fragile tout ça. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'adhérer, vous pouvez le faire évidemment. Voilà. Et allez voir le site internet de Hameau Léger, il y a plein de trucs. Ok, trop bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous pour vos À questions. suivre. Et puis, on se retrouve le mois prochain, du coup. Bonne journée tout le monde. Bonne Merci. journée. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.